Chers bien-aimés, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous remercions le Seigneur qui nous permet d'être ici pour pouvoir avoir ce temps d'échange. Nous savons, disons, dans notre communauté, c'est quelque chose qui ne se fait pas souvent. Nous ne dialoguons pas assez, nous ne parlons pas assez, nous ne prenons pas position assez sur certaines choses, et cela fait en sorte que nous sommes une communauté où tout est tabou. Mais aujourd'hui, ce que nous voulons faire, c'est de parler des vraies choses, de parler des choses dont les gens n'aiment pas nécessairement parler, mais qui vont nous aider à comprendre la diversité des points de vue qui peuvent émerger. Il y en a qui peuvent penser d'une certaine manière, il y a d'autres qui penseront d'une autre manière, mais puisque nous sommes ensemble dans le cadre de ce débat, nous vous invitons à écouter d'une part ce qui se dit, c'est-à-dire le fil de la discussion, et ensuite à appeler pour porter, pour mettre, si vous voulez, votre grain de sel, parce que je crois que vous aussi, vous avez quelque chose à dire qui peut significativement changer la donne, qui peut aider quelqu'un, qui peut lui permettre d'avoir un certain support sur certains points. Alors, le sujet d'aujourd'hui est simple, je dirais même très simple, mais c'est pas plus simple que ça. Donc, au fur et à mesure que vous allez progresser avec nous dans le sujet, vous allez voir c'est quoi les angles de prise de vue à adopter. Et justement, aujourd'hui, nous avons une joute oratoire qui va parler sur le sujet. C'est, pasteur, dois-je le mettre dehors? Dois-je la mettre dehors? Dois-je le mettre dehors? Et probablement vous vous dites, mais qui dehors? Eh bien, vous allez le savoir bientôt. Prions le Seigneur, et en attendant, je vous demande de partager le live, et en partageant le live, nous nous donnerons la possibilité d'avancer, la possibilité de progresser et de camper quelque chose pour notre communauté. Prions le Seigneur. Dieu d'amour, de compassion, de miséricorde, merci de l'amour que tu nous témoignes, merci de la grâce à Père Saint, dont de ta part nous sommes l'objet. Et nous te demandons de prendre, Père Saint, ce temps que nous te dédions et de le transformer à ton avantage, Père Saint, pour que l'agenda de ton royaume soit mis en relief au Père. Cher Seigneur, nous voulons que ce temps d'échange soit un temps que toi-même tu approuves, et fais en sorte que nos panélistes puissent dire des choses qui vont faire réfléchir ceux qui nous écoutent en ce moment. Nous croyons en toi et nous te prions dans le précieux nom de Jésus. À lui la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Alors, comme indiqué, nous revenons avec le titre qui sera débattu, le sujet qui sera débattu aujourd'hui. Pasteur, dois-je le mettre dehors, ou bien dois-je la mettre dehors? Ce sujet peut nous amener dans toutes les directions. C'est un sujet qui concerne parents-enfants et inversement enfants-parents. C'est un sujet qui concerne les couples. C'est un sujet qui concerne la famille. Donc ça peut aller à l'horizontale, ça peut aller à la verticale. Étant donné que mes collègues qui sont là avec moi sont à l'horizontale, nous allons commencer par ce qui se passe à l'horizontale. Est-ce que un parent chrétien qui sert Dieu, qui aime Dieu, qui loue Dieu avec tout son cœur, toute son âme, toute sa force, toute son énergie, qui a l'onction, qui est rempli du Saint-Esprit, peut dire un jour qu'il met son enfant dehors? Est-ce que cela est possible? Mesdames et messieurs, c'est le sujet. Et je vous invite à regarder avec moi nos chers panélistes qui vont vous saluer l'un après l'autre, et immédiatement nous embarquons dans la réponse. Donc, bonjour à tous, bonjour les internautes, bonjour pasteur, bonjour les autres panélistes. Donc c'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui et de discuter d'un sujet qui est très coriace. C'est un sujet qui va être très intéressant.
Et déjà, d'emblée, la question posée est une grosse question. Alors, j'abstiens une réponse pour l'instant. Je ne vais pas répondre tout de suite. Donc, je voulais juste saluer tout le monde. Alors, bon débat. Good. Oui. Bonjour tout le monde. Bon, moi c'est Mark Andrew, donc je salue tous les autres panélistes aussi. Donc oui, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va sortir de ce débat. Donc moi j'ai pas d'enfant à mettre dehors, mais bon, on verra bien qu'est-ce que mon avis va apporter. Donc j'ai hâte de voir ça. Eh bien, bientôt tu auras quelqu'un. Mais maintenant... Tu me souhaites d'avoir quelqu'un à mettre dehors? Je ne dis pas à mettre dehors, parce qu'avant de mettre dehors, il faut mettre en dedans. Donc, et immédiatement après, tu verras qu'est-ce qui va se passer. Alors, la vie est souvent mouvementée. L'espace de la maison est souvent un espace chaotique où il y a tellement de problèmes, tellement de difficultés. Et c'est important de se demander qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il va falloir faire, comment agir. Et c'est là que je vais vous demander, chers messieurs, chers frères dans le Seigneur, vous qui avez tout l'amour de Dieu dans votre cœur. Je sens le piège. Je vous demande de prophétiser pour moi. Est-ce que c'est correct de mettre un enfant dehors? J'aimerais vous entendre. C'est sûr que c'est une grosse question de savoir si on peut, parce que moi aussi je dois faire attention parce que j'ai des jeunes ados, et puis donc ce que je vais dire ici sont des réseaux sociaux, donc ça peut être retenu contre moi un jour. Les ados d'Irvens, je vous demande d'écouter religieusement, parce que papa va s'arranger pour vous transmettre un message public. Est-ce que vous savez qu'il y a un pasteur qui a appelé son fils pour l'humilier publiquement? Vous avez déjà vu ça sur Wow. Ouf. Non. Bon, je vais rien dire. Moi, je sais que mes parents, des fois, ils parlaient là, ils disaient, oh oui, Irvin, mets-toi debout, je vais témoigner quelque chose, mets-toi debout. Oh my God. Oh non. Non, je vais pas faire ça. non, ça c'est fini. Je brise ça. Ok, donc, pour répondre à la question, c'est sûr que il n'y a pas une réponse, tu vois, comme mettre son enfant dehors, c'est très risqué. C'est une stratégie qu'il ne faut pas prendre ça à la légère. Parce que des fois, quand des fois on met quelqu'un dehors, c'est parce qu'on est prisé, on est poussé à la limite et on ne sait pas comment réagir, on ne sait pas quoi faire. Et la seule solution, on pense que c'est de mettre cet enfant-là dehors. Mais sauf que, avant de répondre à cette question-là, la question ce serait, est-ce qu'on a fait tout ce qu'on pouvait faire pour ne pas que ça arrive? Moi, c'est là que je suis. Et je pense que c'est là qu'on doit cogiter un peu pour savoir c'est quoi maintenant les étapes avant que ces choses-là arrivent. Parce que la réalité, c'est que ça arrive. Ce sont des choses qui arrivent. Donc, moi, je pense que pour empêcher cela, il y a des étapes qu'on devrait avoir avec cet enfant-là. Il faudrait parler avec cet enfant-là, il faudrait vraiment discuter et s'assurer qu'on a essayé toutes les autres possibilités avant de se compromettre dans ça. Mais attends, ça veut dire que pour toi, mettre un enfant dehors, c'est comme le dernier recours, quoi. Ce serait comme une sorte de dernier recours, dans le sens que, parce que, avant de parler de mettre quelqu'un dehors, c'est parce que, on était trop permissif. Il y a beaucoup de choses qu'on a permis, et puis là maintenant on arrive qu'on est poussé à bout, et on doit jeter cette personne-là dehors, on doit mettre cette personne-là dehors. Donc moi je pense que, parce que souvent on le fait, mais on ne le fait pas pour les bonnes raisons, puis on le fait trop rapidement. Puis on n'est pas dans la possession de nos moyens. Parce que, regardez, il y a un langage qu'on doit vérifier. On doit même se corriger. Parce que souvent, on va dire, qu'est-ce qu'on va dire? Tant que tu habites sous mon toit, je veux que ça se soit fait, ça se soit fait, ça se soit fait. Mais il faut qu'on change notre façon de parler. Il y a beaucoup de choses qu'on doit faire avant de dire qu'on va mettre quelqu'un dehors. Moi, c'est ça que je pense. Good. Et la personne qui évite la question pourrait répondre maintenant. Pourtant, il y a rien de réponse. Qu'est-ce que tu penses, Mark Andrew? Est-ce qu'un enfant qui ne se soumet plus à toi, parce que moi je vais aller de manière plus spécifique, est-ce qu'un enfant qui ne se soumet plus à toi, tu peux le mettre dehors? Mais moi, personnellement, c'est sûr que, bon, comme on a dit un peu plus tôt, j'ai pas encore d'enfant, donc j'ai pas encore vécu ça. Certains pourront dire que les petit doit qu'on est, mais
moi, dans mon opinion, en tant que tel, je pense pas que j'irais pour mettre mon enfant dehors. Personnellement, je pense pas que ce soit justement la marche à suivre. Parce que ce qui va arriver au final, dans ma conception, c'est que à la minute que tu as un enfant, puis que l'enfant, il t'obéit plus ou quelque chose comme ça, comme en fait, ça dit, il s'est peut-être passé beaucoup de choses avant. Parce qu'on s'entend, l'autorité que tu avais en tant que parent, c'est une autorité que tu as depuis que l'enfant est né. Donc, là, maintenant, pendant 15 ans, l'enfant t'obéit, puis tout d'un coup, il t'obéit plus. Et c'est passé quelque chose, que tu as besoin de t'asseoir, discuter avec lui, trouver la vraie cause du changement, la vraie cause du problème, lui faire comprendre certaines choses. Il peut y avoir beaucoup de choses qui peuvent se passer entre-temps. Mais là, maintenant, mettre l'enfant dehors, moi, je calcule qu'au pire, c'est même pas une solution, dans le sens où quand tu mets l'enfant dehors, c'est comme fini. Parce que là, maintenant, l'enfant, tu as un problème avec lui parce que il y a quelque chose qui arrive dans sa vie, il y a des chemins qu'il veut prendre, des endroits où il veut aller, tu ne veux pas qu'il aille, tu essaies de lui dire non, tu essaies de mettre des barrières. Et puis, tout de suite, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu arrives à un point où tu dis à l'enfant, ben, mets-toi dehors, mais toute la discussion que tu avais pour essayer de l'empêcher de prendre ce chemin-là, toute l'influence que tu essayais d'avoir sur lui pour le ramener dans le droit chemin, ben, cet enfant-là, maintenant, une fois que tu l'as mis dehors, c'est fini. Il est lâché à lui-même. Tu n'es plus là pour, entre guillemets, parler dans sa tête. Donc, là, maintenant, tu sais, il y a des fois dans la vie, tu sais, il y a des fois que ça fait comme, bon, je peux pas faire ça, parce que si je rentre à la maison avec ça, là, mes parents vont parler dans ma tête. Mais là, maintenant, tu arrives, tu n'es plus chez toi. L'enfant va faire ce qu'il veut. Il n'y a plus personne pour le voir, il n'y a plus personne pour le surveiller, il n'y a plus personne pour le conseiller. Donc, quand tu mets l'enfant dehors, c'est presque comme si tu renonçais à l'enfant d'une certaine façon. C'est ça, je vais dire. Mettre l'enfant dehors, c'est une grosse responsabilité. C'est carrément entrer dans ce que j'appellerais la négation de l'enfant. Ça veut dire que c'est comme si c'est un père, c'est un désaveu de paternité, non pas dans le sens juridique, mais c'est comme tu désavoues l'enfant, tu n'as pas besoin. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des gens qui s'en vont faire des tests de paternité pour savoir si l'enfant est leur enfant, ou bien des fois c'est l'ambassade qui demande « je veux un test de paternité ». Vous voyez? Maintenant que c'est le cas qui est établi, je me demande comment on vit avec ce genre de décision. Parce que c'est des décisions qui pèsent sur la vie de l'autre. Lorsque tu dis à l'enfant de sortir, fine, l'enfant sort. Mais comment on vit avec ce genre de choses? Comment on vit avec ce genre de choses? C'est pas... en fait, c'est parce que c'est complexe de vivre avec ça. Parce que lorsqu'on prend une décision de mettre quelqu'un dehors, comme on l'a dit, c'est qu'on rompt tout l'espace qu'il y avait de commun, toutes les discussions. C'est comme si on met un terme à cela. Mais il faut réaliser une chose, c'est que lorsqu'on met quelqu'un dehors, c'est le dernier acte d'autorité que tu as sur cette personne-là. C'est parce que tu as déjà perdu toute autorité et maintenant c'est la dernière chose que tu peux faire. Pourquoi? Parce que c'est comme si maintenant tu as deux coqs, tu as deux alphas qui vivent dans le même espace. On ne peut pas avoir deux personnes, on ne peut pas avoir deux dirigeants qui sont diamétralement opposés. On ne peut pas les mettre dans le même espace et espérer qu'ils fonctionnent ensemble. Donc il y a quelqu'un qui doit partir. Et cet acte-là de mettre quelqu'un dehors, c'est un dernier essai à la personne. C'est un cri pour dire, tu sais quoi, j'abandonne, je ne peux pas continuer. Et là, tu relâches l'autre personne. Donc, dans un sens, ces personnes-là, moi, ce n'est pas dans mon cas, mais j'extrapole un peu peut-être, mais ces personnes-là, ils se sentent bien et mal en même temps. Ils se sentent bien parce que maintenant, ils ont repoussé le problème. Parce qu'ils n'ont plus à gérer ce genre de problème-là. Mais ils se sentent mal parce que justement, ils ont perdu une partie d'eux. Et des fois même, devant la société, on va dire, où est ton enfant? Puis tu dis, mais mon enfant, tu as peur de dire, mais je l'ai mis dehors. Ce n'est pas quelque chose qu'on se pense bon pour aller dans la société. On va à l'église, par exemple, puis tu dis, où est ton enfant? Ah, ben, je l'ai mis dehors hier. Non, ce n'est pas quelque chose qu'on se sent bien à véhiculer, à communiquer. Mais en même temps qu'on se sent mal, on se sent bien. Donc, c'est une sorte de cocktail d'émotions que la personne ressent selon moi. Alors, c'est très bien, mais maintenant, imaginez-vous que vous mettez l'enfant dehors et puis vous voyez l'enfant à l'église. Premier jeu dans la chorale. Ou bien, tu le vois à l'école du dimanche et puis
les gens savent que tu l'as mis dehors, mais tu ne peux pas le mettre dehors de l'église. Et l'enfant décide de venir là où tu pries, tu adores. Est-ce que tu auras le courage de lever les mains dans le ciel pour dire, moi, lever les mains en l'air pour ma... Non, attends-moi. Moi, j'ai une question pour pasteur. Tu pourrais faire. Non, pasteur. Non. Ça, c'est ta question à toi. Toi, en tant que pasteur, comment tu réagis quand tu as un fidèle qui a mis son enfant dehors, puis là, maintenant, l'enfant vient chanter dans la chorale, et puis le même fidèle qui a mis l'enfant dehors vient chanter dans une chorale aussi ou à un poste à l'église. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Qu'est-ce que tu fais en tant que pasteur? Est-ce que les fidèles sont dans la même chorale pour la première fois? Mais peut-être aussi que la chorale, c'est un lieu de prise de conscience, de réconciliation, de partage d'amour. Parce que s'il y a une tension et puis l'enfant vient à l'église dans une chorale, qu'est-ce que tu penses? Moi, le pasteur, je vais le mettre dehors. Je te demande qu'est-ce que tu vas faire, justement. L'approche, ma première approche, étant donné ces genres de choses, c'est de comprendre. Parce que je pourrais, avec une intervention, intensifier le problème. C'est de savoir est-ce que de part et d'autre, la colère est passée. Est-ce que de part et d'autre, il y a possibilité de retour en arrière? Est-ce que c'est normal ce qui a été fait? Je prends un exemple là. Il y a un enfant qui a décidé, son père l'ennuyait toujours, et puis il a pris un bâton de baseball. Et puis il l'a mis. Il est venu avec, il l'a frappé par terre devant son père pour que le père le voie, puis il a regardé le père, et puis il est retourné dans sa chambre. Le père est sorti de la maison. Le père a dit, parce que la mère prenait toujours pour l'enfant, le père a dit, il ne le sort pas, moi je ne viens pas. Finalement, il a été contraint de sortir. Mais il ne savait pas que le père, qui ne parle pas, etc., ben justement, le père le poussait d'aller à l'école, faire quelque chose de ta vie, etc. C'est pas normal. Le père chicanait chaque jour. Oh, le gars est venu avec un bâton. Maintenant, imagine un scénario comme ça. Ça, c'est autre chose. Parce que moi-même, je n'accepterais pas que mon enfant me menace sur mon propre toit. Donc, on allait voir, on a essayé une tasse de café bien chaude. Mais pasteur, j'ai une question pour toi. Parce que là, tu étais absent au débat de la semaine passée, mais il y avait un débat justement sur battre son enfant. Puis on avait abordé légèrement la partie... Si maintenant l'enfant, comme tu dis dans ton exemple, a le bâton de baseball, mais là, si c'est l'enfant qui frappe le parent, est-ce que c'est une bonne raison pour mettre l'enfant dehors? L'enfant frappe les parents? Oui. Ça gratte, hein? Mais attends. Ça c'est comment dire, c'est l'extrême de l'extrême droite. Tu vois? Donc, un enfant qui se met à frapper ses parents, bien entendu, je ne parle pas de bébé qui donne quelque chose, ou d'un petit enfant qui ne sait même pas ce qu'il fait là, tu vois, mais comment dirais-je, quelqu'un qui est en âge de raisonner. Moi, je trouve ça très grave. Bien entendu, il faut toujours, c'est ce que je dis, contextualiser. Tous les contextes ne s'équivalent pas. Chaque contexte amène sa propre réflexion. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des gens qui sont frappés, etc. Mais je ne vais pas dire qu'ils l'ont cherché, mais ils y ont contribué. Manque de fermeté. Et puis eux-mêmes aussi, ils ont frappé leurs parents. La maltraitance des aînés, là, lorsqu'un enfant voit ses parents maltraiter la grand-mère, c'est quelque chose que l'enfant capte. Donc, s'il y a reproduction après une génération, là, il va falloir vivre avec parce que la grand-mère t'a accepté. Parce que des fois, c'est nous qui apprenons à nos enfants de faire certaines choses. Je dis bien pas toutes les choses, mais il y a certaines choses, il faut demander, mais où est-ce que l'enfant a appris cela? Parce que nous vivons dans une civilisation où frapper quelqu'un, c'est un acte déraisonnable. Donc, imagine-toi un enfant qui vient à taper ses parents. Moi, je trouve que c'est de l'extrême. Moi, comme pasteur, je ne sais pas si je suis habilité à m'asseoir avec cet enfant parce que j'aurais peur de prendre une gifle. Imaginez-vous un Mike Tyson dans le ring avec ses parents et puis moi, je m'amène. Il y a des choses, si je les entends,
je pense que je devrais, comme Église, prendre une décision et si la personne persiste, je m'arrangerai pour que la décision soit publique, pour que l'on sache avec qui on a affaire. Parce que c'est... Oh, vous savez? On ne peut pas accepter ce genre de comportement-là. Parce que si on ouvre cette porte-là, on ne pourra jamais la refermer. C'est pour ça que c'est très important d'être public et d'être dur avec ça. Moi, je pense. Mais si c'est dans un cas de défense. Parce que tu sais, des fois, les jeunes, par exemple, on prend 17 ans, 18 ans. Là, justement, tu avais l'habitude de battre l'enfant. Et puis là, maintenant, tout d'un coup, l'enfant, il a vieilli. Il peut réagir. Il va dire comme, mais attends une minute. Cette ceinture, je suis capable de l'attraper. Là, maintenant, c'est quand tu attrapes la ceinture, c'est là que l'autre personne est encore plus excitée. Là, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu dis, je réalise mon erreur, j'aurais jamais dû toucher la ceinture, j'arrête. Puis, ce qui arrive, je le prends, puis j'ai fini. Puis, ou bien est-ce que je me bats? Au Québec, on parle. Rien que pour cela, tu risques d'aller en prison. Ouais. Tu vois? Et puis, s'il y a du sang, tu peux être accusé de violence, de voie de fait. Tu t'imagines? Donc, il y a des risques qu'on ne prend pas parce que ça risque de... Ça peut se tourner contre nous, là. Donc, maintenant, il y a une habitude chez les parents haïtiens. Moi, je me rappelle, quand j'étais enfant, je bloquais les coups. Regardez ça. Oh, et pas battre moi, et pas battre moi, mon propre nez, et pas battre moi, et me fin battre moi, non. Et puis, on appelait, c'est clou, mais la battre moi. Ça, je suis en train de bloquer le coup. Ah, mais c'est peut-être le point, le problème. Oui, mais si le coup fait mal, donc il fallait faire... Il fallait se défendre. Et c'est important pour un enfant de se défendre aussi, parce que si tu ne te défends pas même de la science familiale, quand la société va te frapper symboliquement, comment tu vas faire? Il y a des familles qui briment la personnalité de l'enfant. Non. Comment l'enfant va résister aux racistes, à ceux qui, comment dirais-je, qui sont contre lui là? Donc, la famille doit préparer l'enfant, donc l'aider aussi à affirmer sa personnalité, mais de façon, je dirais, constructive. C'est-à-dire, pas dans la violence. Mais on établit des balises pour que l'enfant puisse s'exprimer. Moi, je suis très d'accord avec mon enfant qui me dit pourquoi je ne suis pas d'accord. Mais des fois, j'ai pas besoin de savoir si tu es d'accord ou pas. Tu vas faire ce que je demande. Donc maintenant, ça va dépendre de l'âge. Mais il y a d'autres âges qui, comment dirais-je, demandent plus de négociation parce qu'il y a une personnalité qui s'affirme. Et il ne faut pas avoir peur de ça. Mais maintenant, pour revenir à notre sujet. Pour revenir à notre cher sujet. On dépend du sujet? On dépend du sujet. Les panélistes qui ont peur. Oh, c'est une grosse accusation, ça. Oui, je vous accuse. Je vous accuse. Non, on est prudent, c'est différent. Quelqu'un vous dit qu'il envisage de mettre son enfant dehors. Qu'est-ce que vous faites? Non, j'allais juste dire, la première question à poser, c'est pourquoi? C'est ça. Parce que le mettre dehors, comme je te dis, c'est la dernière étape. Donc, si maintenant tu arrives là, c'est vraiment... maintenant, il faut s'asseoir avec cette personne-là pour vraiment voir qu'est-ce que la personne a fait et c'est quoi la situation. Puis, il faudrait même entendre sa version aux parents et aussi la version de l'enfant. Parce que moi, dans ma conception, un parent veut le bien de son enfant. Depuis le début, c'est ce qu'un parent veut. Il veut le bien, il veut que son enfant réussisse et des fois, il fait même trop, il a de la projection. Il projette sa personne sur cet enfant-là et lui met une pression. Des fois, l'enfant ne comprend pas cette pression-là et des fois aussi, l'enfant va craquer sous la pression. Donc, et surtout, si maintenant l'enfant décide de changer de direction, par exemple, un parent voulait être médecin, puis là, cet enfant-là commence à étudier dans la médecine, par exemple, et l'enfant ne veut plus être médecin et il décide d'être un écrivain. Alors, le parent, maintenant, des fois, tout son avenir, toutes ses dépenses, il a tout investi dans cet enfant-là. Donc, il voudrait que cet enfant-là réussisse. Mais maintenant que le fait que l'enfant ne fait pas ce que lui, il veut, et l'enfant ne réalise pas les vœux de son parent, des fois, le parent, maintenant, est super énervé sur cet enfant-là. Et ils ne peuvent plus s'entendre, ils ne peuvent plus communiquer ensemble. Et la seule réaction à cette personne-là, c'est de jeter cet enfant-là dehors. Il y a des réalités comme ça. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'il faut toujours, comme on a dit, c'est de contextualiser et de
que ces deux parties-là s'assoient et discutent. Parce que c'est en discutant qu'on va découvrir c'est quoi les vrais. Parce que ce qu'ils vont dire, peut-être même, c'est même pas ça le problème. Le problème est en dessous. Le problème, c'est un problème de fond. Moi, je pense. Ok. Maintenant, le problème est un problème de fond. Un parent te dit, voilà, mon enfant rentre à 2 h du matin. Moi, je suis le basse chez moi. Deux grands mondes pas qu'à vivre dans la même caille. Supposément, cet enfant dont on parle là à 30 ans. Et puis, le parent, lui, ne conçoit pas qu'à 30 ans qu'un enfant soit dans cette situation. Qu'est-ce que vous conseillez? Le mettre dehors parce qu'il ne veut pas se plier à la règle de rentrer à 11 h du soir. L'enfant estime que je rentre à 2 h, puis le parent dit non, c'est des vagabonds qui rentrent à 2 h. Moi-même, comme père, comme mère, je rentre à 8 h à la maison. Moi, on ne rentre pas chez moi à cette heure-là. Comment vous voyez cela, messieurs? Mais ça va dépendre aussi, parce que toi, en tant que comme père, comme mère, tu rentres à 8 h. Mais c'est parce que tu rentres à 8 h parce que tu as des responsabilités vis-à-vis de la famille, vis-à-vis des enfants. Tu sais que tu vas travailler le lendemain matin, à 8 h, disons. Donc, il faut que tu te lèves tôt. Tu ne vas pas rester là jusqu'à 2 h du matin. Tu te fais de la méchanceté à toi-même, un. Et deux, tu sais que tu as des enfants qui sont à la maison, qui attendent que tu rentres. Parce que c'est des enfants, ils ont besoin que tu prennes soin d'eux. Donc, ça peut arriver parce que tu peux avoir plusieurs enfants, donc certains en bas âge, d'autres plus âgés, donc il y a des écarts d'âge. Mais là, maintenant, c'est ça l'affaire, c'est que l'enfant qui rentre à 2 h du matin, déjà, tu rentres à 2 h du matin chaque soir, il faut que l'enfant puisse te dire qu'est-ce qu'il fait. Parce qu'à un moment donné, il reste dehors tout ce temps-là. Moi, je ne peux pas rester dehors pour rester dehors, puis regarder le temps passer, regarder la montre, c'est long. Donc, il faut voir qu'est-ce qu'on fait. Et là, maintenant, dépendamment de qu'est-ce qu'il fait. Si il me dit, l'enfant te dit, ben, je suis dehors jusqu'à 2 h du matin parce que je travaille dans un entrepôt, j'essaie de partir une business, j'essaie de faire des... Tu vois ce que je veux dire? Il peut y avoir des raisons qui pourraient justifier l'heure à laquelle il rentre. Il faut voir c'est quoi la justification de l'enfant aussi. Là, maintenant, la seule raison pour laquelle il ne peut pas rentrer à 2 h du matin, c'est parce que toi, tu n'étais pas habitué à rentrer à 2 h du matin. Là, maintenant, il faut contextualiser la chose aussi. Donc là, maintenant, est-ce que c'est culturel? Parce que, comme tu as dit, pasteur, c'est juste les vagabonds qui rentrent à 2 h du matin. Mais ça, c'est qui ces vagabonds-là? C'est des vagabonds en Haïti, c'est des vagabonds ici. Mais il y a Jean-Jacques Isidore qui dit le modèle de la société d'accueil qui veut heurter gravement les valeurs fondamentales, culturelles, chrétiennes. Parce que la société d'accueil, on s'entend, dit carrément que bon, t'as 18 ans, t'as tous les droits là. Et nous autres, à 40 ans, tu peux prendre encore une gifle. Mais il ne faut pas oublier aussi, les Québécois, eux autres, des fois, pour les exemples que j'ai entendus, des fois, à 16 ans et 17 ans, ils sont déjà en train de te regarder pour dire, mais vas-y, va en appart, qu'est-ce que tu fais encore chez moi? Tu sais, il y en a qui sont pressés de mettre leurs enfants dehors pour une certaine liberté. Oui. Et puis justement, ils veulent être chez eux, sans enfants, sans responsabilité, sans personne à charge. Oui. Il y en a, c'est ça qu'ils recherchent. C'est même pas qu'ils veulent se débarrasser de l'enfant parce que l'enfant leur donne des problèmes. C'est juste qu'ils veulent leur liberté. Et de la même façon, il y a des enfants qui sont comme ça et qui se disent, dès que j'ai 18 ans, je suis majeur, je vais pouvoir partir, personne ne pourra m'en empêcher, je suis adulte, c'est vraiment ma décision. Donc, il y a tout ça aussi qui rentre en ligne de compte. Donc, des fois, c'est ça. Mais c'est sûr que le fait que la société dans laquelle on vit comme d'accueil, comme on dit, a un conflit avec celle, par exemple, d'origine. Donc, c'est ça l'affaire, c'est qu'à un moment donné, il va falloir faire un compromis. Parce que, veut pas, je peux comprendre que c'est la société d'origine, mais c'est parce qu'on ne vit pas dans la société d'origine, on vit dans la société d'accueil. Et l'enfant lui-même, il peut peut-être essayer de comprendre d'où tu viens, mais l'enfant, lui, c'est pas de là qu'il vient. Il est né ici, il a grandi ici, dans le milieu québécois, disons. Donc, c'est sûr, c'est des choses qu'il faut tenir en compte aussi, parce que lui, finalement, c'est ça qu'il connaît. Il ne connaît pas Haïti, il n'a pas vécu là. Les dangers, peut-être, qui fait que tu ne peux pas rentrer à 2 h du matin en Haïti, ces dangers-là ne sont pas ici, ne sont pas présents de la même façon. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres dangers, il n'y a pas d'autres problèmes, mais il faut relativiser chaque chose aussi. Ah oui, mais en même temps, relativiser, où est-ce qu'on s'arrête? Ou est-ce que, disons, est-ce que trop de tolérance ne tue pas? Imagine-toi, la personne rentre à n'importe quelle heure,
Et puis, tu sais pas ce qui se passe. Des fois, c'est un contexte de double vie. C'est comme... Il y a danger. Je ne sais pas si vous me voyez. Est-ce que je peux relever un point que tu as dit? Oui. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Tu ne sais pas où est-ce que l'enfant est, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Mais si maintenant tu sais où est-ce que l'enfant est et tu sais qu'est-ce qu'il fait, est-ce que ça passe mieux? Mais là, il ne peut pas y avoir de problème. Parce que là, c'est ça l'affaire. Regarde, moi, à un moment donné, j'étais déjà... Bon, j'étais plus jeune aussi, il faut dire. J'avais peut-être 13 ou 14 ans, je ne sais pas, quelque chose dans le genre. Et puis, j'étais chez un ami. Puis, tu sais, c'est un bon ami, un gars qui venait à l'église avec nous aussi. Donc, tu sais, c'est un chrétien, un persévère à notre église et tout. Et puis, j'étais là-bas, il y avait d'autres gars aussi. Puis, tu sais, on se jouait à des jeux. Là, il est rendu 8 heures. Je reçois un appel pour me dire, il faut que tu rentres à la maison, il est tard. Sur moi, tu sais, au fond obéissant, je suis rentré chez moi. Mais je n'étais pas content, parce que je suis parti, j'ai laissé tous les gars là-bas. Puis là, après ça, quand j'arrive, maman voit que je ne suis pas content, elle me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Je dis, mais là, moi, je dois partir, puis tout le monde est encore là-bas. Elle me dit, mais tu ne m'as pas dit ça. Moi, j'ai vu Yéta, je t'ai dit rentrer, mais si tu m'avais dit qu'il y avait tout le monde là-bas, une ambiance, je t'aurais laissé rester un peu plus. Oh, donc, là, moi-même, je ne pouvais pas sortir. Ces choses-là n'étaient pas pour moi. Non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est dans le sens où des fois, c'est un manque de communication et d'information. Donc, c'est juste ça. Parce que des fois, les parents, là, ils vont dire rentre à 8h, rentre à 9h. C'est comme, eux, dans leur tête, maintenant, c'est, il y a eu 9h, 8h passées, t'es pas là, il y a un problème. Automatiquement. Mais si tu les avais appelés pour leur dire, ben écoute, je suis dans tel événement, ça va finir à 11h ce soir, puis je vais arriver peut-être vers 11h30, le temps de prendre l'autobus, ou je t'appelle quand c'est fini pour que tu viennes me chercher, patati patata, okay. Et tu t'entends avec la personne. Là, c'est facile. C'est autre chose. C'est comme, tu es en train de rendre les choses faciles. Non, mais il faut que ce soit facile. Okay. Il faut faire du travail pour que ça arrive dans cette étape-là. Ok, mais imagine-toi, je prends un autre cas et c'est des choses qui arrivent. Okay. L'enfant à 23, 24 ans, 25 ans, l'enfant ne veut pas finir son secondaire 5. L'enfant ne veut pas, c'est pas là. C'est quelqu'un qui pourrait aller travailler. Bon, l'enfant ne veut pas travailler. L'enfant veut chaque jour se lever, regarder la télévision, prendre Netflix et après avoir regardé Netflix, se met à dormir, appelle les amis, rentre dans la maison, ne règle rien et pourtant le temps passe. Et un bon jour, tu t'énerves, tu dis, tu sais quoi? Dehors. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Parce que beaucoup de parents souffrent. Pourquoi? Parce que tu te demandes pendant combien de temps l'enfant va être sous ta responsabilité. Et c'est un fardeau que le Québécois lui-même ne veut pas partager. Donc, à un moment donné, tu prends ta vie en main pour le Québécois. Mais nous sommes dans un contexte culturel où on ne veut pas que nous prenions notre vie en main. Nous autres, c'est autre chose. Comment vous voyez cette réalité? Comment vous le voyez? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est acceptable? Est-ce que c'est... Qu'est-ce que vous en dites là? Donc, votre enfant vieillit et ne veut rien régler. Est-ce que la porte, après avoir parlé, après avoir tout dit, est une solution? Ben, moi, je pense que la porte, à un moment donné, peut être une solution aussi. Donc, c'est sûr, comme Evans avait dit aussi, ça va dépendre du degré, ça va dépendre de à quel niveau on est rendu dans l'évaluation de la situation. Est-ce que quelque chose a amené à dire que ça, c'est la seule solution possible? Parce que là, maintenant, ce qui va arriver, c'est que à un moment donné, l'enfant, ou même, on va te dire enfant, parce que moi, je pense que tu ne peux pas mettre un enfant dehors. Parce qu'à un certain âge, un enfant ne peut pas se débrouiller tout seul, ne peut pas subvenir à ses propres besoins. Donc, avant de dire que tu vas mettre quelqu'un dehors, il faut, je pense, établir un barème que faut que l'enfant soit en mesure au moins de travailler, de subvenir à ses besoins, que ce soit une possibilité pour lui, parce que je peux pas mettre ma fille de 6 ans dehors, on s'entend, parce qu'elle ne voulait pas manger. donc, il faut établir au moins ça. Donc, je pense que peut-être, pasteur, si on dit une personne mature, au moins, je pense, 16 ans, 17 ans, 18 ans, c'est là que des fois, avec l'adolescence, que les problèmes et les combats de coq commencent avec l'autorité. Donc, à ce moment-là, maintenant, est-ce que tu peux considérer mettre quelque chose, cette personne-là dehors, et puis mettre une barrière entre vous à cause d'une situation? Peut-être, mais moi, je pense que pour arriver à mettre quelqu'un dehors de cette façon-là, il faudrait que
tout ce que tu as essayé, tout ce que tu as dit à la personne sur un certain nombre d'années, c'est une longue période de temps. Et puis, tu as essayé tout ce que tu pouvais. Tu as essayé de lui parler. La famille a essayé de lui parler. Tu vois ce que je veux dire? La totale. Et puis là, finalement, tu te dis, ben, peut-être qu'Allah étant dehors, ben, maman, papa n'est plus là pour payer le loyer. Maman, papa n'est plus là pour acheter la nourriture. Ben, tu n'as pas le choix, il faut que tu veux manger. Il va falloir que tu ailles trouver un emploi pour aller manger. Parce qu'à un moment donné, même si cet enfant-là va dire, ben, je vais aller acheter des amis, ben, l'ami en question, lui aussi a des parents. Ou même lui, s'il travaille, il fait des dépenses, mais l'argent, c'est tellement dur à faire. L'ami ne va pas continuer à dépenser pour toi, pour grand Messi, puis te regarder. Toi, tu enjoy sa bouffe, son argent sur son sofa, puis lui, il doit aller travailler 8 à 5 tous les jours. C'est pas vrai. Donc, souvent aussi, quand on met de quelqu'un dehors, avant même, tu vois, la personne est paresseuse, elle ne bouge pas, elle ne fait pas ce qu'elle a à faire. Mais souvent, lorsqu'elle quitte la maison, elle va devenir responsable aussi. Des fois, c'est parce qu'elle ne sait pas c'est quoi avoir un loyer. Parce que des fois, là, c'est juste que la responsabilité que cette personne-là doit avoir. Cette personne-là doit développer cette responsabilité-là. Quand tu sais que le premier, il faut que tu payes le loyer, il y a une réalisation que tu vas avoir quand même en tant qu'enfant. Parce que tu vas dire, OK, c'est ça qui est... OK, c'est pour ça que mes parents disaient ça. Il faut dormir de bonne heure parce que le lendemain matin, je vais travailler. Et il faut que je travaille, il faut que je sois là au travail. Si maintenant je perds mon travail, ben, je ne pourrai plus subvenir à mes besoins. Donc, il y a des réalisations, il y a des réalités que l'enfant ne sait pas. Donc, moi, ce que je recommanderais, c'est que depuis le jeune âge, que l'enfant contribue. Ce n'est pas qu'on lui dit, ah, mettons, OK, tu dois tout payer et tout ça. Non, mais c'est qu'il faut que cet enfant-là ait un sens de responsabilité. Que cet enfant-là ne soit pas juste un locataire chez moi, mais qu'il soit aussi quelqu'un qui investit dans la maison aussi. Ça veut dire que lorsqu'on fait des réparations, lorsqu'on fait quoi que ce soit, il faut que cet enfant-là soit intégré dans cet environnement-là. C'est parce que des fois, quand on a dit, oh, ben, l'enfant est en train d'étudier. Oui, étudier, c'est bon, mais aussi, il faut que tu développes des qualités manuelles. Ça veut dire que oui, tu vas venir, tu vas faire des réparations avec papa ou des choses comme ça. Il faut qu'on responsabilise ces jeunes-là d'un jeune âge. Parce que si on ne les responsabilise pas, ils ne vont pas comprendre le poids. Parce que nous, on garde ce poids-là de la maison, on garde le poids de tout ça. Tandis que l'enfant, lui, jouit de tout ça. Et c'est ça, des fois. C'est que quand tu vois que tu as retenu toute cette maison-là pendant toutes ces années-là, et l'enfant maintenant fait n'importe quoi avec ça, c'est ça qui est décourageant pour la personne. Puis la personne maintenant dit, ah, OK, mais si c'est comme ça, je ne veux plus rien savoir de l'autre personne. Mais si on avait inclus l'enfant là-dedans, même si l'enfant ne veut pas, mais on l'inclut. Parce qu'il y a beaucoup d'autres communautés, tu vois, il y en a qui, mettons, ils ont soit un dépanneur ou bien un restaurant, puis la fin de semaine, l'enfant vient travailler là. Donc, tu serais à l'aise de dire aux parents, commencer à faire contribuer l'enfant dès son plus jeune âge? Oui, contribuer, mais ça ne poussera pas d'aller étudier, au lieu d'étudier, d'aller dans le McDo pour faire de l'argent pour donner aux parents. Il y a un enjeu là. L'enjeu c'est quoi? Parce que il y en a qui vont faire l'enfant payer les billes pour eux, c'est différent. C'est ça. Il faut le mettre dans le contexte de la chose. Ça veut dire que l'esclavage à un autre niveau, là. Tu comprends? C'est comme si maintenant tu dis, bon, je sais pas, on va tondre le gazon. Tu peux dire à l'enfant, par exemple, on va tondre le gazon. Si tu tonds le gazon, je te donne $10 ou des choses comme ça. C'est que c'est à nous d'introduire l'enfant dans les finances, dans les choses, pour pas que plus tard, on soit déçu. Comme ça, on sait qu'on a tout donné. Parce que moi, je sais qu'à la fin, j'ai tout donné. Maintenant, quand c'est le temps que l'enfant sort, oui, tu vas partir. Parce qu'à un certain âge, oui, tu dois voler de ton propre zèle, oui. Mais si l'enfant n'est pas malade, n'a aucun problème, mais ne veut pas voler de son propre zèle parce que l'enfant veut profiter de papa et maman. Eh ben, je vais te remercier, tu vas le faire. Mais l'enfant doit le faire. Parce que, je comprends, parce que si maintenant, mettons que l'enfant étudie pour être médecin, je peux comprendre et tout. C'est toujours dans le contexte de l'école et tout. Mais si tu vois que l'enfant, c'est toujours un contexte d'éducation. Il faut éduquer les enfants. Il faut toujours qu'on pense qu'on éduque, qu'on élève des jeunes décideurs du prochain moment. Ça veut dire que si maintenant on ne fait pas notre travail, ils vont devenir un poids pour la société. Donc oui, il faut avoir, moi selon moi, c'est pour ça que c'est difficile de répondre à ça. Parce que moi, je conçois que oui, à un moment donné, comme un oiseau, il faudra qu'on pousse l'enfant pour que l'enfant agisse. Mais sauf que je ne suis pas stupide aussi, c'est qu'il faut que ce soit dans un cadre très précis. Et puis on ne va pas le lancer comme ça sans l'avoir équipé, parce qu'il faut qu'on équipe l'enfant. Mais il faut que cet enfant-là aussi fasse des expériences.
Ouais, il y a, comment il s'appelle? Il y a un directeur d'une banque, son père lui a donné de l'argent pour partir, puis il a dit, maintenant vas-y, fais-le. Et puis maintenant, cet enfant-là a fait fructifier l'argent et tout, et maintenant cet enfant-là est directeur de banque. Mais pourquoi? C'est parce qu'il faut outiller cet enfant-là. Il faut qu'on investisse dans ces personnes-là. Si on n'a jamais investi dans l'enfant, tu vois, des fois là, l'enfant est là, et puis on étudie nous-mêmes où est-ce qu'on va travailler, on va faire notre taxi, on va travailler à l'hôpital et tout, puis on oublie l'enfant, puis l'enfant maintenant est paresseux à la fin. C'est pas la faute de l'enfant, c'est notre responsabilité. On ne peut pas jeter la responsabilité sur cet enfant-là. Mais dans notre communauté, c'est toujours un drame quand l'enfant, comment dirais-je, n'est pas là, quand l'enfant est mis dehors, c'est toujours un drame. Donc, le problème, c'est jusqu'à quel âge on sait d'être enfant ou mettre dehors, c'est un problème. Par exemple, je connais quelqu'un qui, avec son père, est toujours en de mauvais termes. Là maintenant, le père lui dit, mais si tu n'es pas capable de respecter mes principes, va-t'en. Mais la personne a genre presque le même âge que moi. Wow. Mais c'est comme... Il ne comprend pas que son père souhaiterait qu'il parte. Et c'est comme s'il partait, ce serait une délivrance pour le père, bon débarras. Est-ce qu'il y a un âge où ça ne devrait pas être un drame de mettre un père, de mettre un enfant dehors, son enfant dehors? Est-ce qu'il y a un âge où c'est normal? Parce que je vais retourner dans la question. C'est est-ce qu'à 50 ans, par exemple, mon enfant habite avec moi, est-ce que ce serait normal de le mettre dehors? À 50 ans. Ok. À 50 ans? Oui, admettons à 50 ans. Là, maintenant, l'enfant a 50 ans, il a dit, ok, bon, maintenant, c'est le temps de te mettre dehors, maintenant, vas-y, va faire ta vie. Est-ce que ce serait normal? C'est ça la question que je vous pose. C'est ça la question que je vous pose. Premièrement, à 50 ans, est-ce que c'est pas notre communauté qui encourage les enfants à rester chez les parents à 50 ans? Mais rester jusqu'à l'âge du mariage, jusqu'à ce que tu sois marié. C'est le mariage. C'est le mariage qui est définitif ici. C'est que tant que tu n'es pas marié, si tu sors de la maison, c'est pas normal. C'est ça la compréhension, selon moi, culturelle. Ouais, c'est ça. Et c'est problématique. Parce que quand tu arrives, tu dis 50 ans, on va dire c'est une aberration. Bon, 50 ans que quelqu'un soit encore chez ses parents. Mais ça dépend. Donc, si on descend 40 ans, ça commence à dilater un peu, 30 ans, 25 ans. C'est que la réalité, c'est qu'il faut que l'enfant soit mentalement responsable. Parce qu'il y en a qu'à 30 ans, ils ne sont pas mentalement responsables, malheureusement. Et c'est grave. Est-ce que c'est la faute de l'enfant? Mais attends, parce que moi, ce que je vais rajouter comme ça, c'est parce que rendu à un certain âge aussi, la charge des responsabilités peut être inversée aussi. Parce que, par exemple, si on prend un exemple de 50 ans, ben, si l'enfant a 50, les parents, ils ont quel âge? Et là, maintenant, les parents, ils ont peut-être 70, 75. Est-ce que ces parents-là, maintenant, sont capables d'être autonomes? Peut-être que, justement, l'enfant vit avec eux parce qu'il s'occupe de ses parents. Donc, il peut y avoir plusieurs cas de figure qui fait que quelqu'un reste avec ses parents. Oui, mais ça, c'est normal. Ça, c'est normal, ça. Mais c'est qui fait vivre qui? Est-ce que c'est le parent de 70 ans qui fait vivre le mais attends. Là j'adressais juste la partie. Là, c'est plus un enfant, là. C'est ça, mais le pasteur. C'est l'enfant qui occupe le parent. Les rôles changent. Alors ça, c'est normal. On est d'accord, mais c'est parce que c'est l'exemple que le pasteur a donné. Alors là, maintenant, j'adresse cet exemple-là pour dire que, justement, il y a un autre contexte qu'il faut évaluer dans cet exemple-là aussi. Mais là, maintenant aussi, ce qui va arriver, c'est que la relation, en fait, tout va dépendre de la relation qu'il y a entre les parents et l'enfant. Parce que ce qui va arriver maintenant, c'est que l'enfant peut rester, mais ça dépend maintenant, est-ce que tu as une relation, est-ce qu'on collabore ensemble, ou est-ce que tu es un parasite chez moi? Non, je le dis comme ça parce que la définition du parasite, c'est quelqu'un qui prend, puis qui donne pas. Oh mon Dieu. Donc, c'est comme ça a sens unique. Ah non, mais à un moment donné... Non, mais à un moment donné, il faut le voir comme ça. Parce que moi, chez moi, OK, au départ, quand on m'a dit, il va falloir que tu contribues, j'ai fait, hein? On a demandé de contribuer chez toi. Moi, on a demandé de contribuer chez nous. Donc, moi, mon père avait demandé de contribuer. Donc, là, maintenant, quand j'ai fait ça, j'ai dit, contribuer? Mais je viens de commencer à travailler, tu veux déjà que je contribue? Là, à la fin,
là, moi, j'étais déjà pas chaud personnellement dans cette histoire-là, parce que c'est la première fois que j'entendais ça. Je suis comme, maintenant que je commence à faire un petit peu d'argent que je peux dépenser, je dois le donner encore. Là, je suis comme, là maintenant, comment ça s'est ajusté, c'est qu'au final, si je travaille, puis c'est mes parents qui payent tout, tu sais, là maintenant, avec l'âge et le temps, tu sais, je suis capable de le rationaliser aussi, et puis tout. Mais c'est pour ça aussi, des fois, il faut prendre le temps de bien expliquer aux enfants le pourquoi de la chose. Donc, là maintenant, moi, je contribue à la maison, mais là, à force de donner de l'argent, quand maintenant, j'ai commencé à acheter moi-même ma passe d'autobus pour aller à l'école, quand j'ai commencé à faire mes propres dépenses pour mes livres au cégep, quand j'ai commencé à payer mes propres sessions, là maintenant, c'est une charge que le parent n'a plus. Et donc, eux, ils me demandaient plus d'argent parce qu'ils savaient que ben, j'ai pas besoin de dépenser de l'argent qu'ils ne me donnent pas. C'est de l'argent que je ne dépense pas non plus pour subvenir à ses besoins dans d'autres... Parce qu'on s'entend. Si je te donne $100 à chaque paye, et puis à la fin, tu dois payer 300-400 $ par mois pour moi, je pense que tu es content si je paye le 300, 400, puis je te donne pas le 100. Tu sais. C'est des affaires. Le scénario comme toi, c'est le modèle classique qu'on ne mettra jamais dehors. Mais imagine-toi, venons au cas concret, tu as la chose simple. Mais je ne prends pas les choses simples. Tu as le don de laisser griffer. Chaque cas on prend, tu laisses griffer. Je connais un cas. L'enfant a dit à ses parents que je sors avec quelqu'un. Okay. Et puis le parent a dit quoi? Tu sors avec un tel? Dehors, prends tes affaires. Mais pourquoi la personne aurait dit ça? C'est quoi le problème? C'est un problème avec la personne à qui elle sort. Un tel a des boucles d'oreilles, un tel a des cheveux, vous voyez? Donc un tel est le diable. Est-ce que... Mais attends, pasteur, dans l'exemple que tu as dit, là, est-ce que tu réalises ce que tu viens de dire? C'est-à-dire le parent... Non, mais attends, c'est comme ça que le parent le conçoit. Oui, mais alors le parent qui conçoit ça, qu'est-ce qu'il vient de faire? Qu'est-ce qu'il vient de dire? C'est ma fille, mon fils sort avec le diable ou la diablesse. Oui. Sors de chez moi. Tu es en train de dire que tu es avec le diable, ben va marcher, va le retrouver puis reste avec lui. Au lieu de dire ben reste avec moi, ou bien si tu restes ici, je peux essayer peut-être de te ramener. C'est comme il y a des négociations, la fille ne voulait rien savoir. Parce que je l'aime. La fille ne voulait pas entendre raison. Okay. Le parent a estimé, alors les deux parents ont estimé que c'était un affront. Comment mon enfant, regardez, j'ai investi tout cet argent, j'ai tout donné à l'enfant, je lui ai donné des études, école privée, donc j'ai sacrifié ma vie, et puis voilà que l'enfant, il dit, ou fait timoun, ou pas fait sentiment. Ou bien il lève l'école, mon pas fait chita sous banc. Et c'est comme, je vous dis, cette théorie commence à fusionner, et puis comment ça se gère? Est-ce que le parent qui voit l'enfant là et qui sort avec l'autre, et souvent l'autre est un parasite pour de vrai, ouais. Mais tu te demandes comment le parasite a pu viser ton enfant, avoir ton enfant, et maintenant voilà que l'enfant défend le parasite. Voilà, parce qu'elle aime. Est-ce que... Oh mon Dieu. Le cœur a ses raisons. Que la raison ignore. Et les parents. Que les parents ignorent aussi, oui. Ah, oui. Mais est-ce que si par exemple vous voyez le drame qui se dessine devant vous, est-ce que c'est pas la carte ultime? Parce que tu avais dit Makenjou au début, c'est un geste ultime. Tu as joué toutes tes cartes et là ça ne marche pas et puis tu pousses. Vous voyez? Mais est-ce que dans ce cas précis c'est pas légitime? Moi je pense pas. Parce que là, ce qui va arriver aussi, ça va peut-être même dur à vivre aussi en tant que tel, en tant que parent, que de voir que justement, ta petite fille chérie que t'as essayé d'éduquer, de modeler, d'encourager, tout ça, elle tombe là, parce que les anciens m'ont dit, il tombe dans le piège, ça. Donc, là, ce qui va arriver, c'est que... Ils vont gêner pour lui. Mais c'est ça l'affaire, c'est qu'à un moment donné, si tu la mets dehors, c'est comme si tu renonces à l'aider, c'est comme si tu dis, mais c'est ton problème, gère-le tout seul. Mais c'est parce qu'à un moment donné, très souvent aussi, dans des problèmes, tu vas voir, dès que la fille réalise ou l'enfant réalise le problème, les parents, la première chose qu'ils vont dire, c'est, pas te dire ça. J'avais vu ça pour toi. Mais là, maintenant, c'est ça l'affaire, c'est que si toi, en tant que parent, tu vois un problème, tu vois un piège, je pense que le plus sage, est-ce que ce serait pas justement de
continuer à expliquer à l'enfant, justement, mais regarde ça, regarde ci, regarde ça. Tu dis tu l'aimes, je suis d'accord, tu l'aimes. Mais demande-lui, est-ce que demain il va aller travailler? Parce que le jour que tu vas sortir de chez moi, est-ce que tu vas accepter d'aller travailler tous les jours, puis lui il reste chez toi? Et puis tu fais rien. Tu mets des idées comme ça dans la tête de l'enfant, tu lui donnes des pistes de réflexion. Parce que veux pas, à un moment donné, quelque chose qui rentre dans ta tête, que tu as entendu, tu peux pas faire semblant que tu l'as pas entendu. Ça va jouer quand même. À un moment donné, la fille va voir que, mais attends une minute, il se passe quelque chose. Parce que tu vois, moi, je connais quelqu'un, on m'a raconté ça. La fille est rentrée, et puis elle est rentrée pour venir casser avec le gars. Parce qu'elle a fini par dire au gars, mais écoute, moi, je vais à l'école, moi, je travaille tous les jours, puis à chaque jour, à chaque fois que je t'appelle, tu es chez toi, tu dors. Mais je peux pas aller nulle part avec toi. Donc, je suis obligé de rompre la relation là. Parce qu'à un moment donné, la fille, ça va dépendre de la fille aussi, c'est sûr. Là, maintenant, si tu as éduqué une personne qui a cette personne-là des valeurs, puis il a de l'ambition, puis veut développer quelque chose, bâtir quelque chose, elle a des réflexions qu'elle va savoir se faire. Parce qu'elle va dire, ben, moi, je veux un parc immobilier, mais lui, il ne travaille pas. Il ne veut pas travailler. C'est même pas qu'il a perdu son emploi. Comme je dis, l'amour a ses raisons que la raison ignore. Oui. Si c'est le cœur qui remporte sur la tête, et souvent on dit que l'amour est aveugle, est-ce que mettre l'enfant dehors ne pourrait pas lui permettre de vivre le miracle du recouvrement de la vue? Est-ce que ça ne peut pas aider à recouvrir la vue? Mais c'est ça que le parent espère des fois. Quand ça arrive dans ces conditions-là, le parent maintenant, quand il est poussé à bout, il veut pousser cet enfant-là dehors pour que l'enfant réalise plus rapidement que cet enfant-là est dans une mauvaise relation. Mais moi, je crois qu'il faut toujours continuer à encourager son enfant. Parce que veut pas, c'est ton enfant. Donc, elle a quand même une partie de ta personnalité. Donc, ça va être difficile de communiquer avec cet enfant-là. C'est-à-dire que si un enfant veut faire quelque chose et toi, tu voudrais faire quelque chose d'autre, ça va être très difficile de même parler avec cet enfant-là, parce que c'est comme si c'est deux têtes tu sais, comme c'est deux coqs qui se parlent ensemble, ça ne va pas fonctionner. C'est pour ça que des fois, il y en a qui veulent que cet enfant-là sorte, mais moi, je crois qu'il faut ramener cet enfant-là avec soi. Et il faut continuer à lui parler, à l'éduquer. Ok. Et jusqu'à quoi? Parce que qu'est-ce qui arrive aussi, c'est que souvent... Mais tu as dit jusqu'à. Oui, parce que... Jusqu'à quelle limite? Jusqu'à quelle limite? Oui. Jusqu'à la limite que cette personne-là, par exemple, te manque de respect et ne veut plus rien entendre de toi. Et si maintenant la personne ne veut plus rien entendre, c'est là que je pense qu'il faut penser à une cessation. Ah ben, il y a, je viens de dire, dans le contexte où l'on fait foncièrement de mauvaise foi sur toute la ligne, que faire? Mais l'enfant n'est pas... Parce que qu'est-ce qui arrive? C'est que nous, on pense que l'enfant est de mauvaise foi. Mais l'enfant aime des fois t'énerver ou bien aime quelque chose que tu mais c'est de mauvaise foi. Bad boy. Comme, admettons, tu vois, une bonne personne peut dire, j'aime ça les bad boys, tu sais, j'aime ça, ils veulent des expériences, ils veulent vivre des expériences, on ne me laisse jamais vivre mes expériences, etc. Tu sais, c'est comme, il y a toujours un drame là-dedans, là, mais des fois, il faut donner cet espace-là pour que la personne voit qu'elle est dans l'erreur. Puis des fois, cet enfant-là, elle est naïve, des fois, l'enfant. C'est à nous d'encadrer cet enfant-là, parce que cet enfant-là va tomber. À un moment donné, elle va tomber, parce que les parents, là, on a comme des yeux bioniques. On voit des choses que des fois l'enfant ne voit pas. Et malheureusement, on ne peut pas véhiculer ce qu'on voit. On n'est pas capable de transmettre à l'enfant ce qu'on voit, mais on voit un peu plus loin que l'enfant. Et puis si on voit qu'elle va se casser la figure, c'est pas de dire « Ah, ouais, ça court ». Non, mais c'est vraiment d'encadrer l'enfant et que lorsque l'enfant va tomber, on est là pour le ramasser. Mais c'est ça, mais si tu mets l'enfant dehors, est-ce que c'est pas une forme d'abandon à quelque part? Puis l'enfant va dire, ben ok, tu m'avais dit ça, mais tu m'as mis dehors, là maintenant, je ne peux pas venir te parler parce que tu m'as déjà mis dehors. C'est comme si tu avais déjà lâché tout espoir que tu avais en moi. Mais quand on met quelqu'un dehors, c'est ça qui est intéressant, parce que si c'est quelqu'un qui est un parent seul, c'est une stratégie qui est un peu plus difficile, mais si vous êtes en couple, par exemple, moi, je crois qu'il faut avoir un bon cop, bad cop. Ça veut dire qu'il faut avoir un bon et un méchant, malheureusement. Et puis, des fois, il faut changer la chaise de rôle. Mais c'est qu'il y a quelqu'un qui doit dire, tu sais quoi, tu vas dehors. Et l'autre personne vient et puis parle, tu sais, comme dire, ah non, tu sais, ton père est méchant. Mais pas méchant, mais je veux dire, il n'est pas... Tu sais, comme quelqu'un qui va en Il est rough. Ouais, il faut comprendre pourquoi il dit ça. C'est parce que, tu comprends, c'est qu'il faut que toujours que tu aies le bon et le méchant pour que la personne puisse voir l'intervalle entre.
Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est que si maintenant tu es tout seul et puis tu dis dehors, ça ne marchera pas. Mais si toi tu dis dehors, puis l'autre personne dit, mais tu sais quoi, est-ce que c'est la meilleure chose? Et puis là maintenant tu vas voir, l'enfant va se retourner vers l'autre personne, puis va essayer d'expliquer, puis on va aller essayer de rattraper cet enfant-là. Parce qu'il faut que c'est un jeu qui doit se jouer avec plusieurs intervenants, pas juste une personne. Moi je pense. Alors, maintenant, il y a des parents qui mettent des enfants dehors. Mais il y a aussi des cas où ce sont les enfants qui veulent se mettre dehors. Parce que tu ne peux pas dire aux parents, il sort, pour beaucoup de raisons, mais l'enfant veut sortir. Pourquoi? Parce que il y a des parents qui sont très contrôlants, il y a des parents qui n'acceptent pas que ces enfants aient une vie, il y a des parents qui sont, comment dirais-je, c'est comme l'enfant ne peut pas être un adulte. Pourquoi? Parce que même à 40 ans, l'enfant, c'est comme si c'était des œufs là qu'il fallait couver pendant longtemps. Et puis voilà que l'enfant se dit, bon, je ne peux pas te mettre dehors, mais politiquement, je te mets dehors. Je te mets dehors dans ma vie. Est-ce que c'est normal? C'est plus... Ben, si un enfant veut partir, moi je pense qu'il faut laisser l'enfant partir, selon moi. Si l'enfant veut partir, mais avant de le laisser partir, il faut vraiment savoir c'est quoi ton plan. C'est quoi le plan que tu veux. Et puis de donner des balises. Puis il faut donner cet espace-là à la personne parce que la personne doit faire son expérience, se casser la figure ou bien réussir. Mais il faut donner un espace, selon moi, à l'enfant qui pense qu'il peut partir. Mais si c'est pour de mauvaises choses, je serais moins d'accord. Mais si c'est pour des bonnes choses, je n'ai pas de problème avec ça. Mais comment tu fais pour savoir si c'est une mauvaise chose ou une bonne chose? Parce qu'il aura un plan. Parce que son plan fait du sens. Parce que je vois beaucoup de jeunes qui des fois, ils t'expliquent un plan qu'ils ont et puis tu vois que, waouh, c'est tellement bien bâti que tu vois qu'il y a une réflexion. Et même si tu vois qu'il y a des erreurs là-dedans, mais tu dis, tu sais quoi? Peut-être les laisser cet espace-là de voir et puis qui fait cette expérience-là. Si ce n'est pas une expérience qui va les détruire, mais si c'est une expérience que tu vois qu'ils vont apprendre de ça, moi je pense qu'il y a une possibilité de laisser cet enfant-là faire cette expérience-là. Donc ça veut dire que techniquement, il ne faudrait pas attendre jusqu'au mariage pour permettre à un enfant de sortir, alors c'est ce que tu me dis. Mais j'ai jamais dit que j'étais d'accord avec ça. Ah non, mais j'ai juste confirmé. mais c'est parce que, tu vois, on a beaucoup maintenant des jeunes, parce que dans la communauté, on a beaucoup de jeunes qui sont entrepreneurs. Puis c'est que des fois, c'est qu'ils veulent vraiment s'investir et essayer de s'immerser là-dedans. Puis moi, je pense que si j'aime ce plan-là, je veux le supporter parce que je veux que cette personne-là réussisse. Parce que le but de tous les parents, c'est quoi? C'est que cet enfant-là réussisse, selon moi. Mais et les parents qui n'ont pas les moyens, par exemple, qui sont engagés dans une hypothèque, et puis qui savent que lorsqu'ils mourront, c'est un bien qu'ils vont léguer à l'enfant. Et puis voilà que l'enfant, lui, voit les choses de notre œil. C'est-à-dire, l'enfant souhaite partir. Comment vous voyez ça? C'est pas correct, mais c'est la réalité. Parce que si l'enfant n'était pas inclus dans ce bien-là, dans la préservation de ce bien-là, cet enfant-là ne sait même pas c'est quoi, pourquoi l'enfant va rester. Ce qu'on pense, c'est que souvent, l'enfant, parce que l'enfant, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il va développer une vision. Parce que si tu inclus l'enfant dans ta business, par exemple, c'est que l'enfant va avoir une vision. Et dans le monde qu'on vit actuellement, on vit dans un monde qui est plus rapide, Internet et tout. Et des fois, ce qu'il voit, ça vaut la peine de l'essayer. Mais nous, on est habitués mais dans mon temps, on faisait ça comme ça, on va continuer à le faire de cette manière-là. Et c'est pour ça que l'enfant, à un moment donné, ne va pas rester. Mais si maintenant on arrive et puis on fait le virage avec l'enfant, pourquoi l'enfant va partir? Alors, si l'enfant part, c'est normal, malheureusement. C'est malheureux, mais c'est la réalité. C'est parce qu'on n'inclut pas l'enfant dans notre vie de tous les jours. Je vais donner un exemple. Oui. Vous êtes pasteur, par exemple. Là, maintenant, on va dire qu'on vous appelle à plein de choses. On vous appelle à plein d'événements et tout. Mais les enfants, eux, qu'est-ce qu'ils voient? Eux, ils disent « Ah, mon père n'est pas là. » Tu comprends? Je veux dire, alors, ils n'ont pas la même vision de qu'est-ce qui se passe. Tu vois, comme mon père, par exemple, c'est un chauffeur de taxi. Mais moi, je ne fais pas de taxi.
Mais c'est que lui, il a sa vie, il a son fonctionnement qui fonctionnait pour lui, ben, qui le faisait fonctionner. Mais moi, je n'ai pas vu cette réalité-là. Donc, moi, je fais un autre virage. Automatiquement, je fais un virage différent. Mais si, par exemple, on était inclus là-dedans, peut-être c'est moi qui aurais inventé l'Uber. Tu comprends? C'est pour montrer que c'est notre réalité qu'on le vit. Tu vois, il y a des dames missionnaires que leurs enfants sont en prison, par exemple. Mais pendant que toi, tu es dans ta spiritualité, dans ton chemin, l'enfant, lui, qu'est-ce qu'il voit? Il voit quelque chose autre que ça. Il voit une réalité qu'il ne veut pas. Parce qu'il dit, cette réalité-là me vole mes parents. Tandis que moi, j'ai besoin de mes parents, par exemple. C'est un exemple que je donne, c'est pas pour... C'est comme... Donc, ce qu'il faut faire, c'est que, oui, c'est bien beau, mais une journée, j'irai pas là-bas, je reste avec mon enfant. Puis, on va sortir avec l'enfant. Tu vois, comme un exemple, moi, ce que je dis, on va prendre l'enfant, puis on va aller faire des tours dehors, on va aller marcher ensemble. C'est que, il faut qu'on montre que notre univers qu'on a créé serait intéressant pour cet enfant-là, pour cette personne-là. Et si on ne fait pas cet effort-là mental de les inclure, ils ne vont jamais rester dans ce qu'on fait. On peut être le milliardaire, mais l'enfant ne va jamais vouloir être milliardaire parce que c'est ça qui m'enlève mes parents. Donc pourquoi je vais vouloir ça? Je vais vouloir ma propre bulle, je vais vouloir mes choses. Quand je vais avoir mes enfants, je vais être là pour mes enfants. Puis ça fait un chemin. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui. C'est une question de... On construit un avenir, en soi-disant, on construit un avenir pour nos enfants, mais en réalité, on se construit quelque chose pour nous. Et on dit que c'est pour les enfants, mais c'est une erreur. C'est qu'il faut qu'on arrête de se mentir à soi-même et qu'on construit un avenir pour nous, mais on inclut les enfants depuis le début. Puis on ne va pas que je suis en train de travailler, dérange-moi pas. Mais papa, c'est pour moi que tu fais ça. Ok, bon oui, qu'est-ce que tu voulais? Tu comprends? Il faut qu'on arrive à changer le paradigme, il faut qu'on arrive à changer tout ça et qu'on inclue plus inclusif, selon moi. Alors, pour ceux qui viennent d'écouter, d'embarquer sur le live, le sujet est le suivant. Pasteur, dois-je le mettre dehors? On était dans le cas des parents et des enfants. Et là, on envisage un autre cas. C'est le cas des enfants eux-mêmes et des parents. Je pense qu'il y a un point qui est difficile pour les communautés. C'est lorsque l'enfant lui-même, pour diverses raisons, se trouve dans l'obligation de demander aux parents d'aller dans un CHSLD parce qu'il n'y a pas de temps, il n'y a pas de moyens. Les parents eux-mêmes se disent, moi je l'aurais jamais mis dehors, je l'aurais toujours tenu. Mais maintenant, c'est devenu une mode. C'est de plus en plus, les communautés culturelles embarquent. Ils ne gardent pas le parent, mais le parent vit ça comme un rejet. Est-ce que, en réalité, mettre quelqu'un en fin de vie, pour notre communauté, quelqu'un qui a pris soin de nous, le mettre dans un CHSLD, c'est pas une façon naturelle, ou bien une façon déguisée de le mettre dehors? Wow. Moi, c'est sûr. Moi, ce que je dis, ça, je fais une confidence au monde ici, c'est que moi, j'ai dit, même à ma famille, j'ai dit à mes enfants et tout, j'ai dit, lorsque je suis plus vieux, invalide, tout ça, mettez-moi dans un CHSLD. Parce que la façon que la société est construite, c'est qu'on peut pas exiger ça de nos enfants. Parce que, regardez maintenant, quand on travaille, on vous donne 5 jours pour telle affaire. Ok, oui, tu peux manquer ton travail 5 jours, mais la 6e journée, retourne travailler. La société est construite d'une façon qu'on est des batteries et on fonctionne. Et si maintenant, on doit dire à nos enfants, en plus, d'arrêter de fonctionner puis s'occuper de nous, je pense que, c'est sûr que ça va pas être populaire ce que je dis, mais je pense qu'on ne devrait pas exiger ça de nos enfants. C'est sûr que moi, ma mère, non mais c'est pas ma mère, je vais la garder avec moi, mais moi, personnellement, pour moi, je ne vais jamais demander ça à mes enfants. Je préfère mieux que mettez-moi dans un centre et puis continuez à fonctionner. Venez me visiter quand vous pouvez me visiter. Pourquoi? Parce que c'est difficile. C'est difficile de fonctionner dans ce monde-là et on veut donner les options aux enfants de pouvoir s'avancer puis de fructifier. Je sais que ça ne va pas être populaire, mais malheureusement, moi, c'est comme ça que je le vois. Ok, alors, la question, Makenju, est-ce que toi, tu accepterais d'aller dans un CHSLD lorsque tu arrives à un certain âge pour faire en sorte que tes enfants soient plus ou moins soulagés par rapport à la charge que tu représenterais? Moi, j'ai de la purée, tout ça. Tu vas répondre.
Oui. Non, Marc, Tu vas répondre. Non, mais attends, non, parce que moi, je me réfléchir avant de sortir une réponse. Mais, ok, je vois ce qu'Irvine veut dire. Et puis, ça dépend aussi un peu du niveau d'autonomie de la personne quand elle arrive à un certain âge. Donc, il y a des personnes qui arrivent qui sont à 65, 70 ans, puis sont chez eux bien relax, totalement autonomes. Et puis, ils peuvent toujours se débrouiller tout seuls. Si tu es semi-autonome, ça peut encore fonctionner, puis, mettons, la famille se rend visible des affaires. Moi, si j'accepterais qu'on me mette dans un centre, comme Vance a dit d'une certaine façon, c'est sûr que de l'exiger de tes enfants, c'est... Alléluia! Non, mais c'est parce que c'est très complexe. C'est que peut-être que tu veux pas y aller dans un centre. Je peux comprendre. Mais il est jeune. Il peut dire tout ce qu'il veut. Moi-même, ce que je dis, envoyez-moi en Haïti. Non, mais parce que... C'est le problème de quelqu'un d'autre. mais tu vois, moi, ce qui me dérange le plus avec l'idée de d'envoyer quelqu'un dans un centre, que ce soit toi ou tes parents ou de la famille, c'est ce qu'on entend de ces centres-là. Parce qu'on s'entend les retours qu'on a de ces centres-là. Moi, la manière dont j'entends qu'on en parle très souvent, je suis comme... Les gens, ils sont pas lavés, ils sont pas nourris, ils sont méprisés, la personne là, qui vit là-bas est aigrie. Comme s'ils attendaient la mort. C'est presque ça. Quand ils sont des membres des communautés racisées, c'est encore plus dur, puisque on communique avec eux dans une langue qu'ils ne connaissent pas nécessairement. Et puis souvent, vous voyez ce qui est arrivé à cette dame-là, qui n'était même pas dysfonctionnelle, un cas de racisme systémique. Est-ce que... Yarven, tu irais? Moi, j'ai pas de problème d'aller. Sincèrement, en sachant tout ça, puis ce qui s'est passé dernièrement avec ce cas-là, c'était vraiment aberrant. Mais je suis très sérieux et sincère avec moi-même que j'aurais pas de problème avec ça. C'est sûr que pour ma famille et tout, ma mère, tout ça, jamais je préfère mieux les garder avec moi jusqu'à la fin. Mais moi, personnellement, ça me dérangerait même pas d'aller là. Parce que je sais que, éventuellement, quand ça va arriver, j'aurai donné tout ce que j'ai à donner. Et que c'est parce que il faut parce qu'il y a une tendance que tout le monde dit on doit. Non, moi je peux pas concevoir qu'on doit quelque chose comme ça. Non, je pense que on nous a mis au monde pour qu'on se développe, et la personne s'est investie en nous pour qu'on puisse fonctionner dans la société et aider la société à avancer. Et lorsqu'on n'est plus capable, c'est le tour à nos enfants, et puis on ne peut pas espérer que les enfants maintenant se retournent et puis s'occupent de nous. La société n'est plus bâtie comme ça. Avant, c'était correct. Mais maintenant, regarde. Mais il y a Emmanuel Jassy qui nous rappelle que il faut dire, mes chers amis, que certains d'entre eux sont très égoïstes, les enfants. C'est comme, est-ce que l'enfant que nous avons aujourd'hui, qui prend la forme de la société d'accueil, serait prêt à prodiguer des soins? Moi, j'ai vu un homme et une femme sous cette base. Puisque la femme a pris soin de ses parents. Elle a dit non, elle a un bon cœur, moi c'est là que je vais aller. La fille ne comprenait pas. Et finalement, l'avenir lui donnera raison. Mais aujourd'hui, on élève une génération de plus en plus égoïste. Est-ce qu'on peut compter sur cette génération? Cette génération qui n'est plus chaleureuse, qui passe du temps derrière un écran. Donc, c'est l'écran, la vie, c'est l'écran, etc. Alors qu'autrefois, nous jouons ensemble. Je me rappelle, les petits mouns à pour les siècles, comment dirais-je, jouer au sleigh, ces affaires-là. Donc, il n'y a plus ça, cette chaleur ensemble. Les enfants sont branchés à l'écran et on se demande qu'est-ce que ça a pour conséquence, comme conséquence pour la prise en charge des parents. La génération qui se lève maintenant derrière les écrans, je ne pense pas que les parents ont intérêt à être avec eux. Et je pense que c'est un autre sujet qui doit venir. Qu'est-ce qu'on fera de nos parents? Comment aider? Comment on prend soin, étant donné ce qui se passe là? Donc c'est un sujet sur lequel on devra se pencher définitivement. Mais pasteur, parce que ça non, mais je n'ai pas dit que je ne suis pas d'accord. Moi, je dis juste que c'est un sujet, comme pasteur l'a dit, c'est très complexe. Et puis, tu dis, par exemple, aussi que c'est une génération moins chaleureuse et tout. Moi, je pense que ça va dépendre beaucoup de la relation que les enfants ont avec les parents. Parce que, tu vois,
étant donné, moi, personnellement, tout ce que j'entends sur les centres, j'aurais pas tendance à vouloir envoyer ma mère dans un centre. Mais là, maintenant... Surtout après le COVID. Ben, surtout après le COVID. Donc, là, maintenant, même moi, y aller, c'est pas quelque chose qui va m'intéresser non plus. Mais, comme on a dit tout à l'heure, des fois, tu peux sentir que tu peux pas exiger ça de tes enfants. Parce que là, ce qui va arriver aussi, c'est que quand la personne accepte de te garder puis de s'occuper de toi, c'est toute ta vie, oui, tout ton emploi du temps, tout ton horaire, ton travail, tout ça qui vient de chambouler. Donc là, maintenant, toi, tu es marié avec une femme, ta mère, qu'est-ce qui se passe? Ta mère, OK, elle vient vivre avec vous. Mais après ça, quand c'est sa mère à elle aussi, puis son père... Là, si on calcule, les parents sont tous vivants, là. C'est-à-dire il y a 4 personnes qui potentiellement vont venir avec vous, donc vous allez devoir... Automatiquement, tu as un centre à la maison. Mais tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a un moment donné où que même si tu veux, tu pourras peut-être pas. Voilà. Donc, il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte. Donc, là, maintenant, ce qui va arriver, c'est que les enfants que tu vas avoir, si tu as une bonne relation avec tes enfants, puis justement... Ça s'est bien passé toute leur enfance, leur adolescence. Tu as continué à avoir une relation, même après qu'ils soient devenus adolescents, adultes, mariés et tout. Mais là, maintenant, cet enfant-là, maintenant, il n'aura pas le cœur non plus de te lâcher dans un centre s'il voit qu'il peut faire autrement. S'il voit que tu es dans un centre, tu souffres, il va pas te laisser souffrir. Parce que c'était sa mère, c'était son père. Là, maintenant, on va essayer de s'arranger, on va essayer de voir avec un roulement, OK, qui travaille tel jour, qui ne travaille pas tel jour, qui peut passer, s'occuper, faire ci, faire ça. Parce qu'à un moment donné, il faut que tu essaies de faire marcher les choses. C'est ça l'affaire. Là, maintenant, si maintenant la personne âgée tombe dans un état où tu as besoin de soins particuliers, des soins à domicile, il faut une infirmière, il faut des produits, il faut des médicaments, il faut du matériel. Si on te le prête et que tu peux garder la personne à la maison, gloire à Dieu. Mais si tu ne peux pas, si tu n'as pas le choix aussi, il y a des cas où tu n'as pas le choix de mettre la personne. La personne peut ne pas vouloir, tu peux ne pas vouloir, mais tu n'as pas le choix de la mettre parce que tu sais que tu n'es pas en position de t'occuper d'elle. Et puis dans 2 semaines, si elle reste chez toi, elle meurt. Tandis que si elle reste à l'hôpital ou bien elle reste dans un centre, il y a un personnel qui s'occupe d'elle au moins un minimum pour la garder en vie parce qu'ils ont cette responsabilité-là. Donc, c'est tellement complexe. Et puis le fait que les émotions aussi et les sentiments rentrent là-dedans, c'est pour ça que, tu sais quoi, pasteur, il faudrait que, si on a des problèmes avec ces CHLD qui existent présentement, moi je pense que l'opportunité, ce serait que le monde se mette ensemble, puis on crée un vrai CHLD qui va satisfaire les Haïtiens, ou bien la communauté. Ah ben c'est ce que dit Jean-Jacques Isidore. Est-ce que nous allons mettre en place des CHSLD adaptés pour répondre aux besoins de notre communauté? Et il y a Valérie Perceval qui renchérit par rapport à ta déclaration. En accord avec Irvens, le mettre dans un CHSLD ne veut pas dire que je l'abandonne et qu'il me visite 2 fois à l'année en lien. L'autonomie, l'indépendance de tes parents influence pour beaucoup. Est-ce que vraiment, chers amis, après tout ce drame que nous avons vu, le courage de nous manquera pas? C'est comme, moi je vous dis, j'ai eu une consultation sur les CHSLD. Moi, ce que ma consultation m'a révélé, c'est que ce n'était pas fait pour nous. Absolument. Ni la nourriture, ni les formes de communication. C'est pas fait pour nous, c'est fait pour les gens d'ici, avec les mentalités d'ici, et déjà, ils ne reçoivent pas beaucoup de visites, vous voyez? Donc, c'est pas mal difficile. Donc, maintenant, si tu le déplaces, et puis il le vit comme abandon, est-ce que le parent lui-même n'a pas raison d'une certaine façon? Est-ce que c'est mauvais? Il y a aussi la sœur Marichal qui dit, si l'enfant a des fréquentations douteuses et il manque de respect aux parents, est-ce qu'on doit le mettre dehors? Maintenant, ça revient aux enfants. Ça revient aux enfants. Est-ce que, moi-même je dirais, mais un enfant qui a des fréquentations douteuses, est-ce que c'est pas mieux que ses parents soient dans un CHSLD pour ne pas voir ce qui se passe? Et inversement, un enfant qui a des fréquentations douteuses, est-ce que c'est pas mieux pour les parents de dire enfant, sors, laisse ma maison? Mais parce que moi je me dis, à un moment donné, est-ce que tu veux pas rester dans la vie de l'enfant pour être une bonne influence pour l'enfant, puis pour qu'il voit justement que, tu sais, pour faire balance face à ces fréquentations douteuses-là, justement. C'est vrai. Parce qu'à un moment donné, si c'est juste toi qui parles dans sa tête, mais quand tu parles dans sa tête, veux pas, il entend quand même ce que tu dis.
veut pas, ça rentre, et puis c'est obligé de jouer dans sa tête d'une façon et d'une autre. Et puis à un moment donné, s'il y a un point où ça dit, ok, je peux pas, ça, ma mère m'avait dit ça, maintenant je le vois, je peux pas. Puis là, excuse-moi, ouais, mais c'est ça, parce qu'un enfant, il écoute. Quand son parent parle, même s'il fait semblant de ne pas entendre, l'enfant, il écoute. L'enfant, il sait que le parent a dit ça. Et puis plus tard dans sa vie, il y a plein de choses qu'il va dire, mes parents avaient raison. Mais est-ce qu'ils vont se retourner pour aller dire aux parents, en passant, tu avais raison? Ça n'arrive pas souvent. Mais souvent, derrière notre tête, on dit, mes parents avaient vu ça, hein. Ils avaient totalement raison, puis je suis totalement d'accord. Puis je vais aller trouver ma mère et dire, ah ben non, mais c'est que la réalité, c'est que on est des fois aussi des enfants aussi, on est un peu ingrats. On ne le fait pas, mais c'est une réalité. Parce qu'il y a une réalité, messieurs, je le dis souvent aux parents, la manière dont nous avons aimé nos enfants, ce n'est pas de la même manière qu'ils nous aiment. Voilà. Imaginez-vous quand l'enfant vient au monde, comme parent, oh! Mais toi, quand tu vieillis, l'enfant ne fait pas ouh. Pourquoi? Parce qu'il y a une socialisation anti-vieillesse. Et surtout en Occident. Regardez là où nous vivons au Québec, comment les vieux sont morts, je dirais, même comme des chiens. Ça m'a fait mal là. Ça m'a fait mal. L'état des jeunes dans les CHSLD, ça pousse à la réflexion. Maintenant, c'est comme ces parents qui ont élevé les enfants, qui ont poussé les enfants. Ces enfants eux-mêmes qui n'aiment pas la vieillesse. Déjà, quand tu as un certain âge, je ne sais pas si vous avez l'habitude de voir des enfants qui disent carrément toi t'es vieux là, qu'est-ce que tu viens faire avec moi? Et je ne sais pas si vous voyez, il y a une rupture même dans les églises entre jeunes et plus âgés. Ouais. Donc, dans ces conditions, est-ce qu'on peut vivre très bien avec cette réalité, mettre nos parents dans ça ou bien aller dans ça? Il y a Erika qui te fait savoir. toi qui souhaites y aller. Erika te dit, quand dans le CHSLD, je me dis que la nourriture n'est vraiment pas faite pour nous. Purée, une fois je suis allé dans une retraite. Chers amis, une retraite. Et puis, c'était pas nous qui faisions la nourriture. Matin, patate pilée. Midi, patate pilée. Soir, patate pilée. Mais j'ai dit, si c'est un médicament, je suis déjà guéri. S'il vous plaît, ne renouvelez pas la dose. C'est comme, je trouve que c'est compliqué pour nous autres communautés. Vous voyez? Et en même temps, c'est comme, on dirait que c'est une place pour mourir. Nous autres, nous sommes très chaleureux. Nous aimons les gens, nous aimons leur parler, nous aimons les visites, vous voyez? Mais dans ces places, c'est comme, déjà la chambre est petite, vous voyez? Donc, est-ce que vraiment, il n'y a pas une négociation à faire avec les familles? Je vois que nous allons souvent dans les chalets, je sais que Irvine c'est un fan du chalet. Est-ce qu'il ne faudrait pas aménager des espaces pour vieillir entre amis? Mais bien sûr, que les amis vieillissent ensemble. Il y a des belles places à Québec en passant. Ou bien, par exemple, l'église par son propre CHSLD, et puis là maintenant, c'est réservé aux membres de l'église. Les membres vieillissants, ils se connaissent déjà entre eux, ils vieillissent entre eux, ils sont occupés peut-être par des membres de l'église, et puis, par exemple, ces personnes de l'église qui travaillent reçoivent un salaire de ce CHSLD, on reçoit des subventions peut-être du gouvernement qui finance le tout. Il y a des possibilités qu'il faudrait peut-être explorer. C'est ça. C'est parce qu'il faut qu'on soit créatif là-dedans. C'est parce qu'il y a des marchés que, tu vois, il y en a qui disent, je vais être médecin, je vais être infirmier. Mais la réalité, c'est que pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas à un enfant, à nos jeunes enfants, ben, commence à partir de ta maison funéraire. Pourquoi l'église ne pourrait pas avoir une maison funéraire? On ne fait pas le business de la mort. Chaque fois que quelqu'un mourait, le pasteur va mourir. Mais on ne dirait pas que le CHSLD est un couloir de la mort. Non, mais regarde, sérieusement, pourquoi est-ce que l'église ne pourrait pas avoir un Manus Poirier, par exemple? Ben, je ne vais pas dire des noms comme ça, là, mais pourquoi pas? Parce que même si, d'un côté, on dit, ah oui, Seigneur, mais on a une population vieillissante, c'est une business sûre. Tu comprends ce que je veux dire? C'est quelque chose de, comme, logiquement, on devrait investir. Une église devrait même en avoir un petit détail, pasteur, pour te rassurer, tu mets une règle d'or. Aucun membre de l'église se fait traiter de par ce centre-là. Comme ça, personne ne va te dire t'accuser d'avoir envoyé des membres là. Ah ben, non, il faut, regarde,
c'est comme tu vois quand tu as une église qui est dans un centre pour, je sais pas moi, comment on appelle ça, les salles de réception, et puis les jeunes maintenant vont aller faire des réceptions dans d'autres salles. Non, non, l'église a une salle de réception, on va faire la réception dans la salle de réception. L'argent va se distribuer à même l'église. Tu comprends? C'est une réalité. Ça veut dire pourquoi pas l'église de Dieu de la prophétie aurait un centre, c'est comme, je sais pas moi, de Manus Poirier. Donc, ça veut dire que si quelqu'un maintenant malheureusement passe, ben ça retourne encore à l'église. Tu comprends? C'est que, oui, il faut être conséquent, puis il faut être vrai. La population est vieillissante et c'est une business qui est sûre quasiment. Tu comprends? Mais c'est sûr qu'on ne parle pas de business église, des affaires comme ça. Là, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça. Mais c'est une réalité. Oui, mais moi-même, j'hésite un peu avec la mort. Imagine-toi. Tu n'es pas obligé de commencer par cette business-là. Parce que quand une église vieillit, et puis tu as un centre comme Manus Poirier, là, une église vieillit, et puis cette semaine, quelqu'un meurt. L'autre semaine, quelqu'un meurt. L'autre semaine, quelqu'un meurt. Et à chaque fois, on me voit comme pasteur qui vient faire le témoin. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne va pas prier pour les personnes. Moi, le business de la mort, je ne suis pas là-dedans. Mais tu n'es pas obligé de t'en occuper non plus. Oui, mais. Alléluia, alléluia. Non, on fait la vie, on prône la vie, mais sauf que le cas échéant. Parce que la question posée, c'est de savoir, pasteur, oui, on prône la vie, mais les gens meurent au final. Est-ce que tu veux confier tes morts à quelqu'un d'autre ou t'en occuper toi? Moi-même, je vais te dire quelque chose. C'est le seul business que tu fais où, lorsque l'autre meurt, tu es content parce que tu as fait de l'argent. Imagine-toi, un bon jour, tu réunis l'église, quelqu'un meurt, l'église dit, ouh, le chiffre d'affaires va monter. La réunion des membres, c'est comment dirais-je, parce qu'il faut dire les recettes, et puis, comment dirais-je, oui, ce mois-ci, les recettes ont été élevées, etc. Pourquoi pas, beaucoup de gens sont morts, et tu vois les jeunes à l'église dire, oh, merci Seigneur, on peut... Non, on n'est pas dans ça. On n'a pas de service d'imposition des mains. Non. Le chiffre d'affaires est trop bas. Oui, ben, imagine-toi là, nous ne prierons pas pour les gens qui vont mourir, comme tu dis. Tu vois que la personne souffre une maladie, et puis tu pourrais prier le Seigneur, jeûner contre le cancer. Mais maintenant, si tu fais le business, tu l'attends quelque part. Hypocrite. Hypocrite. Les gens diraient hypocrite. Mais c'est pas ça qu'on dit. Non, mais c'est parce que. Non, il faut être conséquencé dans ce sens-là. C'est comme David. David, il priait, il a mis le sac sur lui, il priait, puis la personne est décédée. Bon, ok, c'est fini. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que pendant que la personne est en vie, on va faire tout ce qu'il y a dans le pouvoir pour prier pour cette personne-là, mais si cette personne-là... Oui, mais dans le fond, tu sais que... Parce que tu mets un business, là, c'est pour faire du profit, là. Mais dans le fond, tu sais que si cette personne meurt, ça va gonfler ta poche. Autrement dit, même quand tu pries, tu pourrais pleurer, mais tu ne vas pas pleurer. C'est les larmes de crocodile. Il y a un investissement que tu ne vas pas faire. Parce que le tombeau est retable. Pasteur, il faut pas oublier quelque chose. Tu sais, il n'y a pas un cheveu blanc qui va tomber de ta tête, Dieu ne l'a pas décrété. Ah, mais la fois l'église va décréter. Oui, Dieu n'a pas approuvé. mais exactement, mais si Dieu n'a pas approuvé, ça ne va pas se passer non plus. Oui, mais... Et ça c'est une chose, mais comme je t'ai dit... Va le dire à un vagabond qui dit... Attends, mais c'est pour ça que je dis que tu n'es pas obligé de traiter les gens de ta propre église. Tu dis, en tant que membre, tu fais juste leur dire, ben écoutez, il n'y a pas de problème, mais il faut que vous passiez par un autre centre funéraire. On ne traite pas les membres de l'église. Et puis, là, maintenant, tu cibles ta clientèle. Parce que tu peux cibler une clientèle. Donc, tu peux dire, par exemple, ben, les membres de notre communauté, on ne les prend pas pour pas que, justement, à cause de cette perception, tu ne veux pas favoriser ça là-dessus, mais tu prends les autres communautés. Et puis, c'est tout. Non, je prends tout le monde. Non, tu peux prendre tout le monde si tu veux. Mais si tu as une réticence, tu n'es pas obligé d'aller dans une direction que tu ne veux pas. Mais c'est sûr aussi que tu n'es pas obligé de négliger une opportunité que tu peux avoir aussi. Parce que là, c'est une question de perception, de comment les gens vont percevoir, par exemple, l'Église. Mais si, par exemple, je prends aucun des membres de l'Église, ben, à un moment donné, ils ne peuvent pas m'accuser de ne pas avoir prié pour un tel, parce que je sais déjà qu'un tel ne va pas passer par ce centre-là. Donc, et qui vivent, c'est mieux pour moi, ils restent ici. Parce qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'ils vont dire, pasteur? Parce que là, tu parles de... Attends, le problème. Non, mais attends-moi. Là, ce que j'arrive, c'est... Tu parles de business de la mort, on va prier pour lui parce que mourir, mon chiffre d'affaires va gonfler. Mais il va mourir une fois. Mais c'est pas mieux de prier pour lui pour qu'il vive, pour dire, ben, il va donner sa dîme pendant encore 2 ans.
La dîme comparée au business de la mort, oui, mais 100 dollars, 200 dollars, personne âgée, oui. Alors que la mort, 15 à 20 000 dollars, one shot. Oui, one shot, mais c'est la dernière fois. Une fois, tandis que là, c'est un investissement sur sa vie. Non, mais une fois, mais tu t'attends que son enfant vienne mourir aussi. C'est pas une fois. Mais attends, mais pas forcément. Mais tu vois ce que je veux dire? Moi, tout ce que j'essaie de dire avec tout ça, c'est juste de dire que, au final, la même façon que les gens peuvent percevoir que tu fais une business sur la mort, d'autres vont percevoir que tu fais une business sur leur vie parce que tu vas percevoir leurs dîmes, tu vas percevoir leurs offrandes. Donc, dans les deux cas, quelqu'un de mal intentionné ou qui veut te traiter d'hypocrite peut prendre ces deux situations-là et faire la même chose. Donc là, maintenant, un ou l'autre, ils vont parler mal de toi. Est-ce qu'au final, tu vas t'empêcher ton église d'avancer? Parce qu'au final, tu fais ça pour tes membres, tu fais ça pour les gens. Mais en passant, il y a une église de Dieu de la prophétie en Ontario qui a acheté un centre funéraire. Bon. Il y a ça. Donc, en passant. Ils ont beaucoup de courage. Mais, pasteur, aussi pour éviter le conflit d'intérêts, tu peux acheter un centre, être propriétaire du centre, et puis on va dire, tu prends des non-chrétiens pour le gérer. Et à ce moment-là... Moi, j'ai un problème avec beaucoup de... Non, mais... Moi, le business de là-bas, je suis pas là-dedans. Je suis dans le business de la vie. Ok. Ah, mais non, mon cher. Imagine-toi, nous préconisons la vie, nous avons un business pour que les gens aillent mourir et qu'ils nous rapportent. Et puis moi, dans les réunion des membres, pour donner un rapport sur le centre funéraire, et puis tu vas voir que c'est là où vous faites beaucoup plus d'argent. J'ai pas encore ce courage-là. Beaucoup arrivé là. Mais c'est bien, tu donnes de l'espoir, tu as dit beaucoup arrivé là. On va commencer avec le CHSLD avant. Ben, ça se pourrait que je change de point de vue, mais ça m'étonnerait. Mais le business de la mort, là. Mais ce serait intéressant, je pense. Non. C'est terrible. Okay, alors, mais je suis pour les centres de personnes âgées, vous voyez. Je suis pour ces considérations, donc il va falloir s'y pencher et voir ce qui peut se faire avec. Définitivement, je pense que c'est la nouvelle avenue qui se dessine. Alors, je suis encore jeune, il faut faire ça vite. Alors, ce que j'aimerais dire, nous avons parlé des vieux, nous avons parlé des enfants, mais nous n'avons pas parlé des couples. Oui. Est-ce que des fois il faut mettre l'autre dehors? Bon. Ça j'avais peur qu'on aille là. C'est couple, hein? C'est comme... J'ai vu quelqu'un qui a donné... et il y avait un compte et puis l'autre lui a donné une gifle. Et puis, je ne dis pas qui a donné. et puis, la personne a dit, tu m'as donné une gifle? Oui. Eh bien, dehors. Et puis, la personne n'a pas eu le choix parce que si la personne ne partait pas, là, elle a appelé la police. L'autre allait appeler la police. Voilà que un départ sur fond de crise a eu lieu. Est-ce une bonne chose lorsqu'on met l'autre dehors, messieurs? Dans l'exemple que tu as donné, il faudrait savoir aussi c'est quoi le contexte, d'où c'est venu. Parce que je ne pense pas que tu donnes une gifle à quelqu'un pour donner une gifle à quelqu'un une fois. Donc, c'est ça, il y a eu sûrement un build-up dans la situation. Il peut y avoir une présomption de fidélité, par exemple. Par exemple. Gifle et puis bingo dehors. Mais parce que des fois aussi, la personne qui dit dehors, va le faire sous le coup de la colère et tout. Est-ce que maintenant, par après, cette même personne-là qui est sortie, si elle revient une journée, deux après, les choses se sont calmées, on peut discuter maintenant, à savoir de qu'est-ce qui s'est passé. Et puis... si mon homme tout prend arriver là, il va tout il cherchait une opportunité. Waouh, ok. Ou bien, sous l'effet de la colère, l'autre décide définitivement de ne plus être là. Parce que nous avons pris le cas des parents, le cas des enfants. Vous savez, ce que j'aime dans cette réflexion ce soir, c'est que nous penchons beaucoup plus sur le fait de te retenir, que ce soit le vieux, l'aîné, que ce soit le jeune, que ce soit l'enfant. Nous nous sommes penchés sur la gestion de l'affaire. Parce qu'un départ, c'est une rupture, quelles que soient les circonstances.
Et certaines ruptures sont irréversibles. Parce que la rupture, surtout quand il y a crise, c'est la dernière image qui reste. Il n'y a eu pas de négociation. Il n'y a eu pas de parole. C'est chasser, c'est une forme de violence. Et cette violence peut avoir des conséquences, je dirais, très néfastes. On ne va pas se mentir. Il y a des façons dont une personne a laissé une maison. Cette personne risque de ne jamais y retourner. J'ai un exemple qui m'a frappé. Il a été chassé de sa maison, puis à cause d'une présomption, et puis après un certain temps, l'autre s'est rendu compte que ce n'était pas le cas. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il est retourné chercher l'autre là. Bon, je peux dire le mari. Il a été chercher le mari. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Le mari était dans un appartement, et puis la photo de la femme était partout pour accueillir. Et puis, elle a mené son enquête. Elle est arrivée dans l'appartement. Et puis, non, elle est arrivée et puis elle a frappé. Et puis, comme le mari était déjà habitué après 6-7 mois là, mais le mari ne savait que personne ne donnerait l'affaire. Le mari a ouvert la porte et puis au moment où le mari a fermé la porte, la fille a poussé. La fille a poussé parce qu'elle pensait avoir ses preuves. Mais la première photo qui resplendissait, c'était sa photo. Et puis, elle a frémi. Et puis, elle a regardé. Et puis, le gars attend pour lui dire, maintenant, c'est moi qui te mets dehors. Elle a dit, je ne sors pas. Et puis, c'est là que les discussions étaient entamées pour la première fois. Et puis, la réconciliation, les excuses. Belle bagaille. Même ce que je vois, c'est que souvent, ça se passe comme dans un film. Mais les gens sont souvent rancuniers, messieurs. Des fois, c'est irréversible. Il y a des enfants rancuniers. Moi, j'ai vu un enfant on l'a mis dehors pour les bonnes raisons. Parce qu'il était dans la drogue et puis il fallait protéger les autres dans la maison. Et puis, il a refait sa vie de manière correcte, là, parce qu'il a pris la leçon. Mais maintenant, il en veut à ses parents. Il a estimé qu'on ne l'aimait pas assez. Et maintenant, ses parents qui aimeraient pouvoir le chérir, le voient toujours distant dans les réunions de famille, dans les activités. Il a toujours une chicane, il a un complexe d'infériorité. Vous aimez les autres plus que moi. C'est pour ça que vous m'avez vu dehors. Vous ne m'avez pas pris en charge. Est-ce que, monsieur, il ne faudrait pas réfléchir 10 000 fois avant d'envisager de faire sortir quelqu'un? Mais c'est ça qu'on disait tout à l'heure aussi. Parce que là, maintenant, comme tu as dit, dès que tu as fait le geste, c'est pas. C'est la même façon qu'on disait quand tes parents parlent dans la tête, parlent, la personne entend, mais dès que tu as fait le geste a été posé. Donc, c'est sûr que la personne peut vivre ça comme une forme d'abandon. Donc, pardon. Mais effectivement, pasteur, comme tu as dit, d'un certain côté, il faut que l'enfant aussi, de côté, puisse prendre conscience de ce qu'il fait. Parce que de notre côté, moi, par exemple, moi, j'ai grandi dans une famille, on est 7 enfants. C'est là, maintenant, moi, je rentre dans de la drogue, il y a des gens bizarres qui viennent sonner à la maison, il y a des armes d'impliquer. Si mes parents me mettent dehors, il faut que je comprenne qu'ils essaient de protéger mes frères et sœurs. Il faut que je comprenne qu'à ce moment-ci de ma vie, je représente peut-être un danger pour ma famille. Donc là, maintenant, t'imagines, les gens veulent me tuer, puis ils tirent sur la maison, puis c'est mon frère. Non, je peux pas. Tu sais, il y a des affaires comme ça qui... Et c'est triste que l'enfant le vit de cette façon, puis que la réconciliation ne se fait pas. Mais non, je pense qu'il y a des affaires, parce qu'il y a des moments où tu arrives... Mais les parents vivent avec une douleur. C'est comme si c'était un divorce. Ça. Les parents ont une douleur parce qu'ils ont compris le message codé de l'enfant. Parce qu'aujourd'hui, cet enfant est rangé. C'est comme si l'enfant disait, mais il n'est même plus un enfant. Vous pourriez prendre soin de moi, mais comme je ne suis pas les autres, vous n'avez pas fait l'essentiel. Vous ne vous êtes pas battu pour moi, pour me garder. Et c'est là que nous devons parler de l'importance de la communication. Oui, je te mets dehors, mais pas avec colère. Je dois te parler. Parce que demain, tout peut changer. Et je dois te dire que c'est avec amour. Mais en même temps, mettre dehors, est-ce que ça soustrait les parents à leur responsabilité à l'égard de l'enfant? Mais dites-moi. Mais pas forcément.
Ben, vas-y, Hervé. Non, non, mais c'est totalement, c'est ce qu'on est en train de dire là exactement. C'est parce que lorsque quelqu'un est dehors, surtout dans le cas comme le Mark Andrew, bien le pasteur vous avez dit, c'est que des fois, il faut communiquer. Mais le problème, c'est que des fois, l'autre personne n'est pas en mesure de comprendre parce que l'autre personne n'est pas mentalement apte à comprendre qu'est-ce qui se passe. Des fois, c'est comme s'il est dans sa propre bulle, dans son propre univers. Donc, des fois, c'est difficile. Et c'est pour ça que même si cette personne-là a été mise dehors, il faut continuer à faire l'effort, c'est-à-dire de continuer à encadrer cette personne-là jusqu'à la fin pour justement minimiser des personnes qui vont venir et qui vont dire bon, oh non, vous m'avez laissé tomber. Non, parce que pendant que tu penses qu'on t'a laissé tomber, qui payait pour les séances là? C'est nous qui payons encore pour les séances là, quand tu allais pour te faire désintoxiquer et tout. Ça veut dire que ta condition ne te diminue en rien. Parce que si tu es mon fils ou tu es ma fille ou tu es mon conjoint, ma conjointe, ce qui arrive, c'est que c'est pour la vie. Donc, quoi qu'il arrive, c'est pour le meilleur et pour le pire. Mais là, on est dans le pire. Alors, il faut que je continue de t'encadrer dans cet espace-là. Et puis, c'est ça aussi, être quelqu'un dans une communauté puis être dans une famille. Il faut qu'on soit là pour ces personnes-là. Ça ne veut pas dire qu'on t'a mis dehors, que maintenant tu es plus sous notre responsabilité. Au contraire, c'est maintenant qu'on doit te surveiller. Mais si on prend ses responsabilités, c'est plus mettre dehors. C'est relocalisé. Est-ce que c'est pas notre langage qu'on parle là? Mais c'est la même chose. L'enfant va le voir comme je suis plus dans la maison familiale. Donc, on m'a mis dehors de cet endroit-là. Donc, ça c'est, même si on dit relocaliser, c'est la même chose, juste dit d'une autre façon. Mais c'est juste dit en bon français. Non, mais tu pourrais aller, je sais pas, là, à Sherbrooke étudier, à Ottawa, à Toronto. Oui, je sais pas. mais regarde, non, c'est pas la même chose. Parce que c'est là que, par exemple, quand on prend le langage, si tu sors de chez moi de la bonne façon au Catounet, donc c'est la même chose. Là, tu es sorti de la maison des parents, pas parce que tu voulais ta liberté, mais parce que tu devais aller étudier. Donc, le parent va te permettre de revenir quand tu as fini tes études. Mais si tu sors, tu dis, bon, moi, je suis tanné de vous autres, je vous entends plus, je veux plus rien savoir, plus je sors, le parent ne va pas te laisser revenir. Mais c'est la même relocalisation. C'est juste que la raison pour laquelle tu es sorti n'est pas pareille. Là, maintenant, quand tu sors aussi, ou bien que, par exemple, le même exemple d'un enfant qui pose problème et qui est un danger pour sa famille, tu le mets dehors, ça ne veut pas dire que la relation que vous avez est finie. Là, maintenant, quand Evans disait ta responsabilité, et même toi, pasteur, n'est pas finie vis-à-vis de l'enfant, tu peux encore l'appeler. Tu peux encore avoir des conversations au téléphone avec lui. Comment tu vas cette semaine, aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? J'ai parlé, je t'ai entendu, je t'ai pas entendu, j'ai pas eu tes nouvelles. Et puis, comme ça, tu gardes justement un canal de communication ouvert avec l'enfant. Puis l'enfant va voir aussi d'un côté, ben, oui, c'est vrai qu'ils m'ont dit qu'ils me sortaient à cause des frères et sœurs, mais je vois qu'on continue à m'appeler, je vois qu'on continue à penser à moi. Je vois que ma prépare de la bouffe, elle me dit, ben, écoute, je vais passer chez toi déposer la bouffe demain soir. S'il voit que justement, il y a une relation qui continue, ben, à la fin, l'enfant ne peut pas dire, ben, vous m'avez abandonné, vous ne m'aimez pas plus que les autres. Au contraire, il va voir que tu l'as mis dehors, puis non seulement la personne est dehors, mais en plus, tu fais l'effort de préparer de la bouffe, tu te déplaces, tu dois travailler, tu dois rentrer t'occuper des autres, mais tu fais tout ça pour elle en surplus de toute la charge de travail que tu avais déjà. Ça veut dire quoi? Tu l'as mis dehors de la maison, mais tu n'as pas mis dehors de la famille, de ton cœur. Exactement. Et c'est là le défi, Mark Andrew, c'est comment faire pour que l'enfant sache que te mettre dehors dans ces conditions, c'est un acte d'amour. Déjà, il faut lui dire. Parce que même si tu lui dis et puis il ne comprend pas... Fais tes paquets parce que je t'aime. Non. Fais tes paquets. Ouais. Tu sors parce que je t'aime. Je sais pas, c'est un paradoxe. Mais si tu m'aimes vraiment, retiens-moi à la maison. Mais écoute, moi ce que je veux dire, c'est... Mais écoute, tu as vu ce qui est arrivé hier? Ton frère a trouvé l'arme. Ou hier, il était trop jeune, il avait 4 ans et puis il n'a pas pu rien faire avec. Mais quand ça va arriver à 5, 6, 7 ans, il va trouver l'arme, puis il va vouloir jouer avec, puis il va mettre une balle dedans, puis il va tuer ta petite soeur. Qu'est-ce que tu vas me dire? Qu'est-ce qu'on va faire? Il dit, moi, je n'accepte pas les armes chez moi. Donc, pour la protection de tes frères et sœurs, je suis obligé de te laisser partir, de trouver... Je vais t'aider à chercher un appartement. Je vais faire les démarches avec toi. Je vais t'aider à trouver un travail si tu n'en as pas. On va faire toutes les étapes ensemble pour que je m'assure que les conditions dans lesquelles tu vas vivre après sont optimales. Mais là, maintenant... Tant que tu ne renonces pas à ce style de vie,
moi, je peux pas accepter d'armes chez moi. Donc, tu pourras pas revenir chez moi avec des armes. Je peux pas accepter ça. Donc, sortir se ferait non pas sur coup de tête, mais par étapes. Donc, ceux qui nous écoutent, il pourrait y avoir des situations très graves qui expliquent qu'un départ est nécessaire. Mais ce départ doit se faire de l'amour. Beaucoup de gens le font dans notre communauté pour se montrer que c'est eux qui sont le coq chanté. C'est eux, etc. Donc là, il n'y a pas d'amour. Et quand tu aimes, l'enfant saura. Mais quand c'est un acte de brutalité ou bien de domination abusive, l'enfant le sait aussi. Et le problème, les temps changent. Un jour, il peut te le revaloir. Et c'est là le danger. Il y a Maëva qui dit, les parents doivent participer à des ateliers, doivent demander conseil, doivent continuer à voir et à passer le temps avec son enfant, mais à 40 ans, il n'est plus enfant. Les parents doivent essayer de comprendre la source du problème et doivent s'ajuster. Moi, je suis d'accord avec les questions d'atelier. Souvent, les parents ne sont pas équipés pour faire face à un enfant ou bien violent, ou bien déviant, ou bien qui ont certaines difficultés. Et aussi, il y a des parents qui interprètent trop vite. Il faut qu'ils aillent demander de l'aide. Par exemple, je connais un enfant qui, chaque jour, s'assoit à la maison sans rien faire. Mais le problème, l'enfant traverse une dépression. Les parents ajoutent une autre couche. Pourquoi? Parce qu'ils critiquent, mais sans savoir que cet enfant a besoin de l'aide. Il y a des comportements qui sont anormaux. Il faut forcer même l'enfant à accepter l'aide, s'il le faut. Pourquoi? Parce que plus tard, ça va s'amplifier. Donc, l'enfant est au cœur d'une dépression jusqu'à ce que la dépression s'est déclarée clairement. Et c'est là qu'ils commencent à dire, c'est diable, c'est diable, c'est diable. C'est pas diable. C'est pas le diable. Et ils risquaient même, à un certain moment, ils étaient à un droit de mettre l'enfant dehors. Mais ce n'était pas l'œuvre du diable. C'est parce que l'enfant vivait une dépression. Et quand les spécialistes l'ont pris en charge, ils ont essayé de comprendre, donc après la mort du père, et qu'est-ce qui s'est passé, etc., etc. Donc, c'est tout ça qu'il faut faire. Mais alors, j'ai une question pour toi. Si maintenant on a un couple, ok, est-ce qu'on préfère mieux que le couple reste ensemble ou bien qu'on préfère mieux qu'ils se séparent? Dans le sens que, comment je pourrais le dire? C'est parce que des fois, le couple ne se parle pas entre eux. Le couple, là, c'est comme s'ils vivent comme deux personnes étrangères dans une maison et tout. Est-ce qu'on préfère mieux qu'ils restent ensemble ou est-ce qu'on préfère mieux qu'ils se séparent? Parce que, ok, je vais l'inverser. Parce que, tu sais pourquoi? Parce que quand tu vois un couple qui se chamaille ensemble, le couple, ils sont en train de s'engueuler, pour moi, ça ne me dérange même pas. Pourquoi ça ne me dérange pas? C'est parce qu'ils communiquent encore. Ça veut dire que ça vaut la peine. Mais aussitôt que l'indifférence s'installe et que là, maintenant, il n'y a aucune réaction, puis c'est un froid, comme un froid complet, là. C'est comme si c'est deux étrangers qui sont dans une maison qui fonctionne et puis, est-ce que tu as payé le bill? Ouais. Non, non, ok. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme deux robots qui vivent dans une maison. Est-ce que, devant maintenant les enfants, puis les enfants regardent ça et puis ils font, ok, est-ce que c'est normal? Moi-même, personnellement, quand il n'y a pas de violence, ni active, ni passive, quand il n'y a pas un contexte qui favorise la dépression, quand c'est le choix délibéré des deux, d'être ensemble sur le même temps, quand il y a d'autres contextes, dont les contextes économiques, parce que, on s'entend, un divorce peut coûter plus cher que de vivre ensemble. Et les gens doivent y penser deux fois. Moi, je me rappelle un couple qui voulait divorcer. Quand je n'ai rien trouvé à dire, j'ai pris ma plume pour faire les calculs avec eux. J'ai remarqué que personne ne voulait perdre. Et bien, je vais leur dire que à ce que je mets là, il faut ajouter les frais d'avocat qui vont, comment dirais-je, monter les chiffres. Et puis, l'autre semaine, je ne sais pas qui a fait le premier pas, parce que c'était beaucoup de biens à perdre, beaucoup de biens, mais personne ne voulait défaire les biens. Donc, je pense que c'est vraiment du cas par cas. C'est quoi l'atmosphère? Parce que tant si longtemps ils sont ensemble, il peut y avoir changement. Un message pouvait être donné à l'église sur le pardon. Et puis l'autre se tourne pour dire, écoute, si je t'ai fait du tort, pardonne-moi.
Donc, il y a possibilité. Mais maintenant, quand les gens ne se voient plus, c'est comme on renonce à toute tentative de réconciliation. Et c'est là que le droit, c'est un avantage. Il y a des choses que tu ne corriges pas quand tu envoies l'enfant ailleurs, quand tu envoies le mari ailleurs, quand tu envoies la femme ailleurs, et tu vois, quand tu envoies le parent aussi ailleurs. Il y a des choses qui se règlent sous le toit. Et c'est même un principe de Dieu. Lorsque nous péchons, Dieu ne nous enlève pas de sa main. Mais c'est dans sa main même qu'il règle le problème. Donc, il faut être, la sortie doit être quelque chose d'ultime. Cependant, il y a des contextes qui demandent, malgré tout, qu'il y ait un déplacement, que quelqu'un se déplace. Ça peut aider à résoudre certains problèmes. Parce que le déplacement peut faire prendre conscience à l'autre du vide. Et le vide peut engendrer des réactions positives. Parce que s'il n'y a pas de vide, la personne s'habitue, c'est familier. Mais il y a quelque chose qui allait se faire à la maison si la personne était là. Ou bien il y a un ronflement. Moi, je sais, si je ne suis pas là, ma femme n'attendra pas de lui le soir. Elle sera là. C'est une plaisanterie chez nous. Alors, donc, tu vois, chaque personne a une façon de mettre son empreinte chez elle, là, et ça aide lorsque, certaines fois, des séparations peuvent être préconisées, mais une séparation pour un retour et non vers le divorce. Donc, un temps de réflexion, quoi. Oui, un temps de réflexion. Alors, vos derniers mots, messieurs, sur le sujet que nous sommes en train de débattre, vos derniers mots, j'aimerais les entendre. Dois-je le mettre dehors? Qu'est-ce que vous en pensez? Quel conseil aimeriez-vous prodiguer? On va inversement maintenant. Je vais laisser à mon aîné l'opportunité de répondre. L'enfant plus vieux. Ok. Oui, mais sérieusement, c'est que je pense que on a essayé de le voir de toutes les façons possibles. On a essayé de faire le tour de la question, on a dansé autour de la question, on a essayé de répondre, mais l'idée, c'est que nous, moi, ce que je préconise, c'est quand même inclusif. C'est-à-dire, c'est que mettre quelqu'un dehors, c'est quelque chose d'ultime. Ça veut dire que c'est à la fin. Et pour moi, c'est même pas encore concevable dans le sens qu'on a beaucoup de travail à faire. Et que même si l'autre personne serait dehors, le travail ne s'arrête pas là. Ça veut dire que ça ne s'arrête jamais finalement. C'est qu'il faut toujours essayer de ramasser la personne. Il faut toujours essayer d'être inclusif. Parce que moi, je crois que c'est dans notre capacité. C'est juste que peut-être que mentalement, on n'est pas prêt. Mais c'est qu'il ne faut pas avoir peur d'aller chercher de l'aide. Il ne faut pas avoir peur de pouvoir, tu sais, comme se sacrifier. Parce que c'est des efforts. Ça va nous mettre mal à l'aise, mais il faut qu'on fasse cet effort-là, d'aller chercher la personne. C'est sûr que moi, dans ma conception aussi, quand on élève des enfants, on les élève pour être indépendants, puis on les élève pas pour qu'ils nous doivent quelque chose en retour, mais pour qu'ils s'épanouissent eux-mêmes. Et surtout la façon que ce système-là ici, ce système local-là est créé, on voit que cela prône ça aussi, l'individualisme. Et puis, qu'est-ce qui me donne aussi raison, c'est qu'on regarde avec tous ces concepts de confinement-là, les enfants qui mettent des masques à l'école, et pendant toute la journée, l'isolation, on est en train de sauter une génération. Cette génération-là, moi, je suis un peu inquiet par rapport à qu'est-ce qui va arriver plus tard. Wow. C'est qu'il faut vraiment il y a beaucoup de travail que nous, en tant que parents, on a à faire. C'est que, tu vois, donc, je pense qu'il faudra qu'on retrousse nos manches et qu'on s'investisse davantage dans cette gestion-là de ces jeunes-là qu'on est en train d'élever maintenant. Parce que si on ne fait pas rien, vous allez me donner raison, ça veut dire que ces enfants-là ne vont rien vous devoir. C'est pour ça que c'est très important de s'investir. Il faut utiliser ce confinement-là pour pouvoir aller reprendre nos enfants et renouer avec eux, savoir c'est quoi, puis renouveler les couples aussi. C'est prenant ce temps-là qu'on nous offre, on nous donne 28 jours pour réapprendre à reconquérir notre épouse ou notre époux. Donc c'est une opportunité. Amen. C'est une opportunité, on a 28 jours pour aller reconquérir notre femme ou notre homme. Ça, c'est un sujet sur lequel nous nous pencherons bientôt. Comment reconquérir l'autre en contexte de confinement pour être confiné dans son cœur. Voilà, exactement. Donc, c'est ça. Alors, merci Marc. C'est bon. Alors,
comme je te dis, c'est très important que la communication. Mais je sais que dans ces cas-là, c'est très difficile de communiquer et c'est très difficile de faire passer son message. Mais sachez que ce que vous dites, même si l'enfant fait comme s'il n'a pas entendu, il l'a entendu. Il ne va peut-être jamais vous le dire, mais il a compris. Donc, prenez patience avec la génération. Allez-y. Moi, donc, au fond, si je dois répondre à la question directement, dois-je le mettre dehors? Donc, je pense que dans la plupart des cas, la réponse, ce serait non. Parce que ça va vraiment dépendre de pourquoi est-ce que je veux le mettre dehors. Donc, à mon avis, le mettre dehors, ce serait dans un cas plus au niveau de sécurité, protéger la famille. Il faudrait que ce soit un extrême qui fait que qu'on en arrive là. Donc, ça, c'est dans les cas pour les enfants. Là, maintenant, on a aussi abordé des cas où l'enfant est plus vieux, etc., puis il veut sortir, faire ses propres expériences. Là, c'est pas toi qui le mets dehors, c'est lui qui veut partir. Donc, c'est une autre optique, c'est une autre discussion qu'il faut avoir avec l'enfant. Mais le sujet du débat qui était le mettre dehors, donc, moi, je pense que ce serait vraiment plus dans un cas extrême de sécurité, où tu essaies de protéger quelqu'un, tu essaies de protéger de la famille, tu essaies de protéger les gens autour de toi. Donc, là, tu veux éloigner peut-être cet enfant-là et l'environnement peut-être toxique que cet enfant-là amène avec lui. Et puis, tu veux, pour pas que ça affecte d'autres membres de la famille, c'est ça qu'on essaye de défendre. Ça, je peux comprendre. Donc, là, maintenant, comme on disait aussi, c'est sûr que on favorise la communication, on favorise le dialogue, on veut développer, on veut aller à la source des problèmes et tout. Et malheureusement, il peut y arriver des cas aussi, parce que si tu vois que c'est trop extrême dans le sens où ben, la personne ne fait aucun effort, et puis c'est toujours ça. Donc, comme on parlait tout à l'heure un peu du parasite, donc si à un moment donné, il faut en arriver là pour que, comme traitement choc pour que cette personne-là se réveille, toujours comme on dit aussi, parce qu'on est chrétien aussi, dans l'amour, on peut entamer des procédures aussi pour ça. Ben écoute, à un moment donné, tu ne seras pas capable de rester ici parce que tu ne contribues pas. Nous, on n'est pas en mesure de le faire à ta place ou de supporter ta partie. Il faut que tu participes. Tu ne veux pas participer, ben, tu ne peux pas rester non plus. Donc, de la même façon qu'on éduque les enfants à participer dans le foyer, puis à donner un petit peu, qu'ils prennent des responsabilités, il faut que ce soit une collaboration. Si ce n'est plus une collaboration, ben, je pense qu'il va y avoir du ressentiment d'une part et d'autre, l'indifférence qui va commencer à s'installer. Ben, je ne peux plus t'entendre parler dans ma tête. Toi, j'en ai marre de te parler. Donc, ça va venir envenimer aussi les relations qui normalement auraient dû être beaucoup plus saines aussi entre deux personnes. Donc, à la minute que la relation est en danger aussi, je pense qu'à ce moment-là aussi, donc, il faudrait effectivement peut-être considérer ça. Là, ce serait une opportunité peut-être à regarder, mais toujours aussi avec les bons outils, les bons conseils, les bonnes personnes autour. Pasteur, c'est quelqu'un de très sage. Je parle au pasteur. Lâchez-lui tous vos cas. J'ai pas préparé ça, j'ai pas pensé. Mais on aurait dû afficher le numéro de téléphone du pasteur. Mais sinon, je vous dirais, dans des cas, venez à l'église, parlez avec le pasteur, il est ouvert, appelez le secrétariat. Mais non, si la décision, vous pensez que c'est trop lourd pour vous, parlez-en avec le pasteur. Puis, moi, j'ai confiance à sa sagesse et puis il va vous aider. Ayez confiance en Dieu. Hein? Ayez confiance en Dieu de préférence. Le pasteur ne joue pas le psychologue. Ce que moi je fais, c'est du support spirituel. Effectivement, je peux vous parler un peu. Mais ça prend que des gens soient à l'écoute et acceptent aussi qu'ils ont tort ou qu'ils ont raison. Donc, c'est pas facile là, de décider en ce sens. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là dans Jeudi Débat. Nous nous reverrons la semaine prochaine et j'aimerais vous laisser avec cette petite idée. Sachez que dans toutes les situations, même dans les cas extrêmes, vous devez agir comme Dieu lui-même agirait. Et agir comme Dieu veut dire que je peux m'énerver, je peux me fâcher, mais que la personne voit dans l'expression de ce que je fais là, dans mon agir là, une marque d'amour, un amour qui va jusqu'à ne pas accepter certaines choses parce que cette chose-là jouerait contre moi. Donc, merci beaucoup et à la prochaine
sous le regard de notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et bye bye.